Donc, bienvenue à toutes et à tous dans cette masterclass. Vous avez constaté qu'il y avait eu une petite coupure dans notre organisation de webinaire. Donc, nous sommes en train de relancer la machine avec Shifumi sur l'organisation de webinaires un petit peu plus euh, précis, avec des sujets mieux définis, je dirais. Jusqu'alors, c'était des sujets qui traitaient du e-learning en général. Et là, on va parler davantage de l'activité des formateurs et au-delà des formateurs, des indépendants et des entrepreneurs. Et on va parler de la manière également dont on peut promouvoir cette activité, la rendre visible. Donc là, avec cette masterclass organisée en 4 étapes, on va dérouler avec vous tout ce qu'il faut savoir pour être efficace sur la visibilité en ligne, donc aussi bien sur Internet que sur les réseaux sociaux. Donc, ça va être organisé sur les 4 jeudis, donc celui-ci et les 3 prochains. Et les thématiques vont être abordées successivement de façon assez progressive. On a la première masterclass d'aujourd'hui, qui est un petit peu générale et qui va aborder les grandes notions concernant la visibilité sur Internet et sur les réseaux sociaux. Ensuite, on va parler des contenus qui sont des contenus plus écrits, donc publier des articles et des posts percutants. Ensuite, on va parler des vidéos verticales, puisqu'à l'heure actuelle, ce sont des choses qui sont extrêmement utilisées pour se rendre visible sur Internet et sur les réseaux sociaux notamment, avec TikTok, avec Instagram. Le format vertical est très présent, court et vertical, et sur YouTube aussi. Donc, Janvier va vous en parler. Et la dernière masterclass, le 22 juin, portera sur les vidéos format long, les audios format long et les textes longs pour asseoir votre expertise. Donc, on va parler de tout ça en commençant par la première étape ce soir. Alors, je vais faire un petit rappel pour celles et ceux qui ne connaissent pas l'association Shifumi. Ce sera bref, parce que vous êtes nombreux à nous connaître, donc ça fait un peu redite, même si ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu en webinar. Donc, qui sommes-nous? Alors, comme vous le savez, c'est une association loi 1901. Donc, pour la plupart, vous êtes adhérents chez nous. Et cette association a été créée durant la pandémie pour vous permettre à tous de continuer à travailler malgré les difficultés qu'on pouvait rencontrer. Donc, on vous a accompagné et on vous a équipé en outillage de type e-learning. Donc, on a une plateforme de LMS, on a un outil auteur, on a mis en place un certain nombre d'éléments pour faciliter un petit peu votre quotidien. Et certains d'entre vous ont bien déployé tout ceci et aujourd'hui vendent des formations en ligne. Donc, ça va être au cœur du sujet de ce soir. Notre équipe, on vous présente l'équipe réduite là ce soir, les permanents de l'association. Donc, vous nous connaissez, Jonathan, Vincent et moi-même. Donc, comme vous le savez, Jonathan et Vincent sont plus spécialisés sur la partie technique et moi davantage sur l'aspect ingénierie pédagogique. Voilà pour la présentation de notre association. Alors, je vais vous présenter notre prof, puisque c'est comme ça que Voilà, tu... prof de TikTok, YouTube, Instagram, de blog, ouais, on va tout voir, tous les médias sociaux. Et comme l'a dit Stéphanie, de manière progressive. Aujourd'hui, je vais plus vous donner un spectre de généralité sur le marketing de contenu. Pourquoi c'est important de créer du contenu sur Internet et comment ça vous permettra de rendre visible vos formations finalement. Je me présente. Je t'en prie, oui, oui, tu as Ouais. pris la main. Vas-y, je t'en prie. Ok, donc j'ai compris qu'il y avait pas mal de formateurs ce soir. Alors moi j'ai plusieurs casquettes. J'ai pas mis la casquette, mais d'habitude dans mes vidéos YouTube j'ai une petite casquette. C'est mon dress code. Donc essentiellement je suis chef de projet au sein d'Orange, à Sophia Antipolis, à la Digital Experience Factory. Donc c'est une entité qui construit les sites internet Orange Soch. Également les applications. Donc moi, j'interviens sur la partie analytics, tracking, pour mieux comprendre ce que font nos internautes, également sur la partie publicitaire, toutes les publicités que vous voyez sur le portail Orange.
c'est mon équipe technique qui s'en charge pour que ça s'affiche bien et que ça génère des revenus. Donc, naturellement, d'un point de vue pro, moi, toutes les logiques de création de trafic, de monétisation de trafic, je vis ça au quotidien depuis des années chez Orange. Donc, Orange, c'est un gros portail Internet qui est fréquenté aussi bien au niveau des applications que du site web par 30 millions d'internautes tous les mois. Et à côté de ça, et c'est ce que je vais vous encourager à faire ce soir, c'est j'ai aussi une activité en tant qu'auto-entrepreneur depuis bientôt une dizaine d'années. Je crois que je suis depuis 2008, un truc comme ça, ouais, donc plus que ça, même 15 ans carrément. Donc au départ, j'étais blogueur. Maintenant, je suis plutôt YouTubeur. Je continue à publier des contenus sur un blog. Également TikToker. Et vraiment, toute mon expression, alors je parle pas de mon boulot, mais ça n'intéresserait pas les gens, mais plus de vulgarisation informatique et beaucoup en ce moment d'intelligence artificielle, de chat GPT. Vous verrez, j'aurai quelques exemples dans la présentation. C'est vraiment le sujet du moment qui fonctionne. Donc, j'ai une chaîne de 80 000 abonnés sur YouTube, plus de 10 millions de vues. Et donc, j'ai compris un peu comment ça marchait sur YouTube pour générer de l'audience. Donc, j'ai tout cet aspect un peu création de contenu, compréhension des algorithmes, des plateformes. C'est ce que je fais dans ma deuxième vie le soir et le week-end. Donc, aussi bien sur YouTube, TikTok, Instagram, LinkedIn, les blogs avec le SEO, le Search Engine Optimization. Donc, on verra tout ça. Et tiens, il y a quelqu'un qui est dans la salle d'attente. Et aussi, j'ai encore un peu de temps. Alors, c'est pas tout le temps, mais j'aime bien aussi partager tout ça dans des bouquins. Donc, j'écris 5 livres. Le dernier en date, c'est Tous influenceurs. Donc, pour que chacun qui soit présent ici ce soir, que soit professionnel, étudiant, ça vise vraiment toutes les couches de la population, devienne influenceur. Alors, dans le bon sens du terme, je suis obligé de dire ça parce que l'image s'est un petit peu dégradée avec les influenceurs de la télé-réalité, mais le terme existe bien avant ça. Moi, j'ai commencé influenceur tech, blogueur. Le terme existait déjà. Et l'idée étant de partager une passion et d'essayer d'en vivre. Alors, le modèle économique est plutôt lié à la publicité, au placement de produits. Mais on peut très bien imaginer, vous, en tant que formateur, créateur, que vous serviez de cette influence pour pousser vos programmes de formation. Donc, moi, j'essaye d'expérimenter ça aussi là récemment. Alors, pas sur la plateforme Shifumi, mais peut-être un jour, j'y viendrai. Sur tuto.com, j'ai essayé de pousser un truc. Donc, je pourrais vous donner lors d'une session un exemple comment j'ai réussi à générer des ventes sur une formation de 2h30 sur tuto.com, qui est une plateforme connue. Et donc, les livres, j'en ai vendu pas mal. Alors, on dit un bon livre, c'est, je crois, le premier livre, c'est 500 ventes ou 1000 ventes. J'en ai vendu 15 000. Alors, donc, il y a 5 ouvrages. Celui qui s'est le mieux vendu, c'est YouTuber, parce que c'était quelque chose de très attendu à l'époque où je l'ai sorti, 2016. Il n'y avait pas de livre sur le sujet. Et donc, à chaque fois dans mes livres, j'ai toujours le même parti pris que j'aurai ce soir, expliquer comment, en fait, on se lance dans l'aventure de la création de contenu, comment on peut partager sa passion et la diffuser au plus grand nombre, comment donc on draine de l'audience sur ces contenus, donc toute la partie je fais connaître ce que je présente aux internautes, et puis la partie monétisation. Donc moi, c'est plus la publicité qui me rémunère avec ma deuxième casquette de créateur de contenu, mais comme on verra, qu'il peut y avoir d'autres leviers, notamment les livres aussi, puisqu'il faut que j'en vende. Le fait d'avoir une chaîne YouTube m'aide beaucoup à promouvoir mes ouvrages et ça fait des passerelles naturelles. Donc, n'hésitez pas à me couper. Donc, voilà, j'ai présenté le personnage. Maintenant, on va voir le contenu. On va passer dans du concret. Et donc, j'aime bien parler des différentes stratégies quand on est une marque, une entreprise qui existent aujourd'hui pour émerger en ligne. Alors, c'est quelque chose qui est très connu. L'acronyme, c'est POEM. C'est aujourd'hui, en fait, il y a 3 façons d'être connu sur Internet. Il y a le paid media, ça c'est le P de POEM, qui consiste à acheter de la publicité. Alors, sur Internet, ça va être plutôt sur les 2 grosses plateformes qui sont Meta et Google, pour être visible naturellement sur Facebook, Instagram, TikTok. Alors, TikTok, c'est une autre plateforme, donc je n'ai plus le nom, mais bon, voilà, maintenant, celle-ci aussi émerge. Et de plus en plus, il y a de plus en plus de personnes qui investissent sur TikTok. Ça, c'est le truc le plus évident. J'achète de la pub, je suis visible. Moi, je vais plutôt vous parler du haut de Poème, plutôt comment devenir son propre média, own média. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on prend la parole sur Internet, on devient un média. Et en étant un média, donc en partageant le plus souvent des vidéos, si on parle de TikTok, YouTube, et même Instagram, qui au départ était un média dédié à la photo, c'est de plus en plus récompensé de partager de la vidéo, ou de l'écrit, grâce à LinkedIn, grâce à un blog,
on a comme ça, on réussit à construire une communauté. Et c'est quelque chose qui est peut-être plus difficile, mais qui permet de pérenniser, d'avoir un asset. Quand je prends la parole, c'est beaucoup plus simple quand j'ai déjà créé ma communauté, que je publie quelque chose, de l'intéresser, alors que la publicité, et c'est gratuit finalement quand on a construit son média, alors que la publicité, il faut à chaque fois remettre de l'argent au pot. Et ce n'est pas aussi durable qu'une stratégie d'avoir son propre média. Donc, quoi qu'il arrive, je pense que c'est incontournable d'avoir son propre média. De temps en temps, on peut avoir recours aux paid media pour acheter, pour booster finalement ses publications en ligne sur les YouTube, sur son blog, sur un site internet. Et l'autre aussi qu'on ne maîtrise pas, c'est le earned media. Et ça, notamment, formateur, moi en tant qu'auteur, c'est ce qui derrière va plus valoriser mon travail et qui va plus avoir un effet direct sur les ventes. Parce que si je parle de moi, ça va être moins convaincant. C'est que si quelqu'un parle de moi en bien, c'est le bouche à oreille. Et donc ça aussi, c'est très important. C'est un peu plus compliqué de maîtriser. Il y a quand même quelque chose qui fonctionne. Quand vous avez, je sais pas, un support de formation, c'est de l'offrir gratuitement. Moi, je le fais avec mes livres. Les gens, alors il faut pas être, comme c'est gratuit quelque part, il ne faut pas attendre, je ne vais pas rémunérer. Alors parfois, on verra qu'il y a des stratégies où on mixe avec du paid media, on va payer les influenceurs, mais à ce moment-là, on perdra un petit peu l'authenticité. Voilà, donc grosso modo, vous avez le spectre des 3 stratégies aujourd'hui qu'il faut utiliser si on veut émerger en ligne. Et la plus évidente, la plus durable, c'est le own media. Alors, j'en ai un peu parlé. Pourquoi c'est intéressant? Parce que c'est gratuit d'être son propre média. Alors, c'est gratuit en argent, mais ça demande du temps. Alors, parfois, vous pouvez avoir, vous, dans vos problématiques professionnelles, moins de temps à consacrer à la création de contenu. Donc, vous pouvez vous faire aider. Il y a des gens qui sont, je sais pas, il y a des rédacteurs web. On peut se faire aider sur une partie du travail, notamment, je sais pas, moi, je fais des vidéos, je monte mes vidéos. C'est très chronophage de monter ces vidéos YouTube. Ça me prend 4-5 heures le week-end. Si ça générait suffisamment d'argent, je pourrais me poser la question, si j'étais à 100%, d'embaucher un monteur. D'ailleurs, il y a des monteurs souvent qui me contactent. Et alors, ce qui est intéressant aussi dans cette dimension-là, c'est que finalement, on est un petit peu obligé d'apprendre. Donc, vous êtes là pour transmettre un savoir, mais on a besoin aussi de se mettre à jour, de se mettre à la page sur toutes les techniques de création de contenu sur Internet, que ce soit sur TikTok où il faut filmer à la verticale, YouTube à l'horizontale, sur des techniques de montage, de captation du son. Le son, c'est super important dans la vidéo, de rédaction pour les moteurs de recherche, pour l'internaute. Tout ça, on le verra dans les 4 sessions qu'on a prévues ensemble. Ce qui est intéressant avec d'être son propre média, c'est c'est durable, ça reste dans le temps. Ça reste visible sur YouTube, sur Google, sur TikTok. TikTok, c'était assez éphémère au départ. Et maintenant, de plus en plus, c'est les vieux contenus qui remontent. Donc ça, c'est beaucoup mieux par rapport à la publicité. Quand vous arrêtez d'investir, votre contenu n'est plus visible. Et il y a une dimension aussi rentable parce qu'on va créer une communauté qui va être plus engagée. Il y aura plus d'authenticité, plus fidèle. Et donc, ce sera beaucoup plus simple. Moi, par exemple, quand je sors un bouquin, je l'annonce quelque part, je mets à contribution ma communauté aussi dans la rédaction du livre. Je leur pousse des idées, je teste des concepts. Et finalement, quand arrive le produit à la fin, donc vous pouvez imaginer de faire la même chose avec vos formations, tout le monde qui me suit a un petit peu participé et se sent naturellement prêt à l'acheter parce qu'il y a une part d'eux, en fait, que je leur transmets. Donc, on voit toute la dimension plus simple, en fait, de pousser à l'acte de vente. Donc, ce que je disais, c'est effectivement, si vous avez un peu d'argent, vous pouvez booster cela, donc soit en ayant recours à des prestataires, soit en payant notamment des influenceurs qui sont dédiés à ça alors, il faut bien les choisir, il ne faut pas prendre ceux que j'évoquais avant qui font une mauvaise image de la profession. Il faut prendre plutôt des gens qui sont sur votre thématique, en affinité avec ce dont vous parlez, et voilà, ça aura un relais important sur vos produits. Alors, la pub, c'est avec Stéphanie qu'on voulait quand même en parler. Moi, je ne suis pas très focus sur la pub. Tu voulais en dire un mot, je crois, Stéphanie, non? Sur la partie paid média. Tout à fait, merci. En fait, la publicité, donc tu l'as un petit peu évoqué, l'idée, c'est de l'utiliser avec parcimonie, pour booster
par exemple, du contenu ponctuellement. Et je te rejoins, Jean-Baptiste. C'est vrai que quand tu boostes du contenu, bon, tu vas avoir de la visibilité sur un laps de temps extrêmement court. Tu peux avoir énormément de visibilité avec un investissement tout à fait modeste. Mais dès que tu arrêtes de payer, en effet, ça retombe. Donc, comment et pourquoi utiliser la publicité? Ça peut être pour mettre en avant un événement, un produit, un service. Ça peut être pour, de façon un petit peu artificielle, euh, bah, avoir une page, par exemple une page Facebook, hein, je cite l'exemple parce que je sais que toutes et tous, vous êtes sur LinkedIn et Facebook, vous utilisez encore relativement peu Instagram, pas du tout quasiment TikTok, un peu YouTube. Donc, ce sont des choses qu'on va voir ensemble pendant cette masterclass. Donc, par exemple, si vous investissez 2,50 € par jour pendant 3 jours pour booster la visibilité de votre page Facebook, vous pouvez avoir 300, 400 abonnés à votre page supplémentaire. La limite, c'est que, lorsque vous effectuez, ce genre de promotion, ponctuelle, vous allez peut-être attirer, des prospects, des followers, qui ne sont pas des followers naturels, pour votre page et ils risquent de se désabonner parce que, ils vont avoir, le réflexe de cliquer et puis ensuite, ils vont, constater que dans leur fil d'actualité, ça leur pollue, ce qu'ils ont l'habitude de voir et ils risquent de se désabonner. Donc c'est vrai que c'est bien, pour, voilà, des événements ponctuels, pour accélérer un petit peu la visibilité d'une page. Ça marche très bien sur TikTok aussi, hein, sur la plateforme de TikTok, ByteDance. Le système de pub alors est beaucoup plus onéreux, que, sur Meta, hein. Sur Meta, avec une campagne de pub à 20 €, vous pouvez espérer avoir, 10 000, 15 000 vues, d'un post tout à fait obscur ou d'une vidéo qui n'aurait eu, que, 200 vues par ailleurs. Vous pouvez espérer aussi avoir, des clics. Vous avez aussi des possibilités de mettre, des questionnaires en ligne pour, recueillir des leads, des prospects. Donc c'est plutôt pas mal fait, c'est pas très onéreux. Sur TikTok, c'est à peu près le double pour avoir un effet similaire. En revanche, il y a je dirais la réactivité sur TikTok est bien meilleure, hein. Vous pouvez espérer, avoir des résultats beaucoup plus, importants et beaucoup plus rapides. Donc, voilà globalement, hein, aussi bien en termes de ROI que de risque, ce qu'on peut dire sur la promotion, hein, sur les réseaux sociaux. Donc à utiliser ponctuellement, hein, ne serait-ce que pour que vous sachiez comment ça fonctionne. Heu, ça peut être utile, mais rien ne vaut en effet, le own media, comme l'a Ouais. dit Jean tout à l'heure. Ouais, alors ce que ça apporte aussi en plus, c'est que souvent les intégrations, publicitaires sont mieux pour mettre des call to action, notamment sur TikTok. Il y a un petit bouton en bas que tu as pas en natif. Donc bien sûr, le but des plateformes, c'est qu'on paye, pour booster. Donc on a plutôt intérêt à payer quand, un contenu fonctionne déjà pour, un petit peu booster sa visibilité. Parce que finalement, ça va enclencher une mécanique, comment dire? Vertueuse. Des gens qui ont liké, d'autres gens vont liker et donc ça va aussi potentiellement booster organiquement un contenu qui marchait déjà, donc accélérer sa croissance. Donc après, quand on coupera la pub, le contenu pourra continuer à marcher de façon, organique et quand on achète, sur les réseaux, sur Google et cetera, sur internet, ce qu'il faut bien voir, c'est le ciblage. Il faut, mettre en place une mécanique quand même de, mesure, par rapport à mon métier que j'ai chez Orange, de la conversion. S'assurer que les mots-clés qu'on achète, que la visibilité qu'on achète, les cibles qu'on achète, elles convertissent et donc, si vous avez quelque chose à vendre, mettre des tags de conversion sur vos pages et s'assurer que c'est bien, en fait, il faut vraiment avoir un suivi. Je vais acheter les mots-clés les moins chers qui génèrent le plus de ventes. Au début, on est large et puis à la fin, on affine. Donc ça demande quand même, pas mal d'efforts. Donc c'est un vrai métier, mais voilà, si vous avez quelque chose à vendre, c'est effectivement, c'est le plus adapté. Mais c'est à chaque fois sur du court terme, sur de l'événementiel comme on le disait. Alors, peut-être une petite différence par rapport quand on est son propre média, il y a une façon différente de communiquer. Il ne faut pas tout le temps, asséner, à son audience des messages publicitaires. On est plutôt là dans du partage, dans de l'éducation, et aussi dans une logique de créer du contenu, original, différent pour percer par rapport à la masse
sur une thématique, on voit sur toutes les plateformes, que ce soit YouTube, TikTok, à chaque fois, le compte, il va toujours avoir la même typologie de contenu. Si c'est une chaîne cuisine, elle va parler que de cuisine, alors avec un traitement éditorial différent. Je crois que c'est Diego Alari sur TikTok, il filme ses recettes de haut, c'est un grand chef. Il y a Chanty Biscuit, là, par exemple, sur une thématique professionnelle, qui filme qui prend en photo sur Instagram et maintenant qui fait des reels de ses petits biscuits avec des messages humoristiques. Il faut avoir cette approche-là, toujours sur la même thématique. Les réseaux sociaux, ils mettent en avant les contenus qui sont cohérents par rapport à une thématique. Et à chaque fois, en fait, c'est tout à fait logique, c'est parce que les algorithmes comprennent ce que vos audiences regardent. Et en général, une audience, elle s'intéresse à un sujet et elle attend que ça de vous. Et si vous déviez un peu de votre ligne éditoriale, et quand elle va recevoir la notification de votre nouveau contenu, elle ne va pas comprendre, elle ne va pas cliquer, ça va donner un mauvais signal à l'algorithme et vous allez être moins visible. Donc, il faut garder ça en tête. Et il y a la notion de régularité. Sur YouTube, par exemple, moi, c'est toutes les semaines que je publie une vidéo pour construire un peu cette relation où les algos me mettent en avant. Sur Instagram ou TikTok, si ça marche bien, si je vaut la chandelle, c'est bien d'avoir une publication tous les 2-3 jours. Et ça favorisera le fait que le contenu, quand vous le publiez, il faut identifier aussi les bons horaires de votre cible. Moi, c'est plutôt le matin, le dimanche matin à 10h, parce que les gens ont plus de temps de regarder les vidéos. Je suis sur une cible un peu plus loisir, l'informatique. J'ai le temps de bidouiller sur mon PC. Si on prend la thématique cuisine, je ne sais pas, ça va être juste avant le repas. Ça va bien marcher à la période de Noël. Il faut regarder un petit peu toutes ces tendances. Et ce qui est important aussi, c'est de raconter une histoire. Il faut captiver votre audience du début à la fin. C'est vraiment pris en compte, en fait, sur toutes les plateformes. Si à un moment donné, l'audience, elle décroche, et sur TikTok, c'est encore plus vrai, c'est les 3 premières secondes qui sont fondamentales. Si vous accrochez pas les 3 premières secondes de votre audience, les gens vont partir. Votre TikTok ne sera pas relayé. Donc, il faut être dans une trame narrative, essayer d'intéresser, de prolonger, d'avoir des hauts et des bas, comme dans le scénario qu'on fait pour le cinéma. Et puis, si on veut que ça rayonne, il faut toujours, par rapport à un sujet, si vous êtes dans une niche, trouver un sujet fédérateur. Se brancher à une actu, quelque chose qui buzz sur le moment, parce que sinon, vous ne profiterez pas à plein des algos qui favorisent plutôt les contenus dont tout le monde parle, mais toujours avec votre traitement éditorial différent, avec votre thématique. Voilà. Et alors, pour revenir sur le fait, stratégie de contenu sur les réseaux sociaux par rapport à la publicité, il y a comme une histoire il faut faire 80% de contenu informatif et 20% de contenu plus dans la vente. Si vous faites tout le temps des publications pour dire ma formation elle est super, achetez-la, 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 vous allez saouler votre audience. Si vous n'en faites jamais, vous allez perdre le sens de pourquoi vous êtes là. Vous avez aussi envie de vendre. Donc, il faut trouver ce dosage, mais il faut plus donner à son audience des bons conseils. C'est ce qu'on parle d'inbound marketing, c'est que les gens vont arriver sur vos contenus parce qu'ils en ont besoin. Ça va les aider. Vous allez construire une relation de confiance. Un jour, quand vous aurez quelque chose à vendre, ils se souviendront que vous les avez aidés et ils achèteront. Et donc, il faut avoir cette logique de je donne, je donne, je donne. Et puis, à un moment donné, je demande. Je demande de l'argent, j'en sais rien, mais par rapport à quelque chose, à un service que vous avez à vendre. Et il y a Gary Vaynerchuk, qui est quelqu'un de très connu sur les réseaux sociaux, qui avait repris le commerce de son père, qui vendait du vin, qui est un des premiers youtubeurs à faire de la dégustation de vin sur YouTube, il y a de ça 15-20 ans, qu'il a un petit peu théorisé dans un livre. Pour reprendre la métaphore du boxeur, c'est direct, 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 et puis on va assommer l'adversaire avec right hook. Alors, c'est plutôt un crochet du droit. Et c'est à ce moment-là où vous pourrez enclencher la vente. Voilà. Pour ceux qui sont un peu dans le combat, dans la thématique du combat, c'est toujours un combat sur Internet pour émerger sur les plateformes. Alors, pour émerger sur les plateformes de réseaux sociaux aujourd'hui, par rapport à l'usage, au tout début du web, c'était très partage de fichiers. 2005, on utilisait tous les plateformes de peer-to-peer. Ça a quasiment disparu. On est arrivé vers le streaming. Le streaming, où on regarde la vidéo en direct. Alors, il y a eu un peu de streaming illégal. Maintenant, c'est normalisé avec Netflix. Les gens sont prêts à payer pour ça. Et c'est parti vers de la vidéo qu'on consomme 5-10 minutes sur YouTube et maintenant de plus en plus rapidement sur TikTok avec des formats courts. Et c'est en train d'inonder notre consommation.
on voit sur la bande passante, hein, pour travailler chez un opérateur. Là, c'est des projections de Cisco, alors, qui sont plus des projections parce que c'est 2021 maintenant, mais à l'époque, quand j'avais fait ce graphe, là, on doit être à, je pense, à 85% maintenant de consommation de bande passante qui est dédiée à la vidéo. Et la vidéo, ça a quand même une vertu sur les réseaux sociaux, ça fidélise, ça vous fait rester. Et toutes les plateformes maintenant, donc YouTube naturellement, c'est natif à la vidéo. TikTok, c'est une plateforme où on fait que de la vidéo. Où au départ, c'était de la danse, de la musique, et maintenant, ça s'est généralisé comme YouTube. N'importe qui peut prendre la parole sur TikTok. C'est plus dédié aux jeunes, aux danses, aux lip sync. C'est vraiment tous les terrains d'expression peuvent s'affirmer. J'ai un collègue là qui a 200 000 abonnés. Il fait de la vulgarisation sur l'esprit critique et ça cartonne sur TikTok. Et si on reprend Instagram, qui était quand même un réseau social dédié à la photo, il y a eu pendant tout un moment, on ne pouvait plus avoir de la visibilité organique sur Instagram, c'est-à-dire gratuite, si on ne publiait pas les Reels. C'est l'équivalent des TikTok. Et pour forcer les gens à publier des Reels, aux créateurs à publier des Reels, ils ont carrément mis ça en avant dans leur algorithme en disant quand vous publierez des photos, vous serez moins visible que les Reels. Alors, ils ont un petit peu revu l'algo. Maintenant, c'est encore plus compliqué d'émerger avec des Reels ou des photos. Mais la vidéo, c'est quand même super récompensé. Alors, la vidéo, juste un petit bémol, ça s'apprend, comme je disais avant, c'est du storytelling, il faut raconter une histoire, ça s'écrit, il ne faut pas faire n'importe quoi. Et alors, dans les exemples de storytelling, alors il y a une super vidéo, alors je ne sais pas si je vais la mettre, ouais, je vais peut-être la mettre. Je ne sais pas si on aura le son, on va voir. Je pense qu'on n'aura pas le son. Je vais juste la mettre en… Alors, est-ce que je l'ai? Hop, j'essaie de faire… Ouais, l'amour, c'est là. Hop, alors… Alors, elle a été publiée en long format sur TF1 avant le film du samedi soir. Alors, vous allez juste avoir… Alors, il y a de la pub pour TikTok, bien sûr. C'est YouTube. Alors, je vais zapper la pub dès que je peux. Alors, vous aurez… On ne va pas voir le son, mais je vais juste montrer, illustrer mon propos. Alors, ça a été diffusé en 2017, je crois. Voilà, Intermarché. Cette pub, format long, avant le film du samedi soir sur TF1. Et ça a cartonné parce que le réalisateur de la pub, en fait, fait des films également et a raconté toute une trame narrative autour d'un jeune qui va à l'Intermarché pour acheter de la nourriture. Alors, c'est plutôt de la junk food pour passer une bonne soirée avec ses potes. Il passe à la caisse, il y a la caissière qui voit ça et qui comprend pas. Et là, vous voyez, elle filtre, elle va prendre ça, c'est bien, la salade. Et là, en fait, Intermarché est en train de véhiculer une image, non pas comme pourrait faire Leclerc sur les bons tarifs, mais on essaie de vous éduquer à mieux manger. Et donc, la fois d'après, il revient. Il a vu que l'ananas, ça lui plaisait, la nourriture healthy. Il va racheter de la nourriture healthy. Et donc, ouais, vous voyez un petit peu l'histoire qui se construit. Et alors, on va avancer un peu. Il va carrément créer des petites recettes, il va y repenser, voilà, il fait des bons plats. Ça dure quand même 3 minutes sur TF1. Il revoit la nana, je crois, à la fin, et il repart avec elle, voilà, sur son scooter, elle l'attend, et voilà, Intermarché a véhiculé un message hyper positif avec cette histoire de, on va quand même dire, nous sommes producteurs, commerçants, la grande distribution, c'est rare qu'ils communiquent comme ça pour vous aider à manger. Ça, c'est du branding mieux tous les jours, contrairement au Leclerc qui est plutôt sur les prix les moins chers. Alors, en ce moment, comme c'est l'inflation, c'est pas mal d'avoir cette stratégie-là. Juste pour vous dire que ça, en fait, les gens ont voulu regarder à nouveau la vidéo parce que c'est juste passé une fois en one shot. Donc, on était sur la publicité, donc ils ont payé pour être visible. Intermarché, ils ont payé bien sûr pour faire ce joli programme. Ça a coûté de l'argent parce qu'il y a un réalisateur derrière. Mais les gens ont voulu la regarder à nouveau sur YouTube. Elle s'est viralisée, partagée sur Facebook. Il y a eu plus de 10 millions de vues sur Facebook, 60 000 likes. Là, on voit même sur YouTube, ici à l'époque, quand elle était encore visible, plein de likes. C'est un truc qui n'arrive jamais sur une publicité. En général, les gens, ils dislikent la publicité. Mais là, comme il y avait une histoire, voilà, ça a cartonné. Donc, il faut prendre cet exemple-là. On peut être un professionnel, avoir une promesse sérieuse, mais aussi essayer de véhiculer des émotions. Voilà, c'est ça, en fait, finalement, qui marche sur les réseaux sociaux, c'est les émotions. Là, le bien-être avec la nourriture, et puis
notre jeune, il transforme l'essai avec la demoiselle, donc ça véhicule quelque chose de positif. Donc l'émotion, ça peut être du rire, ça peut être du pleur, mais à chaque fois qu'il y a quelque chose comme ça qui me fait réagir, ça va générer forcément ce qu'on appelle de l'engagement, c'est-à-dire les gens vont commenter, vont liker, et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement récompensé sur les réseaux sociaux et qui fait que ça va se viraliser. Donc, si vous arrivez à faire ça, pas forcément avec des grands moyens, mais toujours avec une petite trame narrative, une histoire, une intro, ça va pas. Et finalement, l'autre, elle va m'aider. Il y a des personnages à m'améliorer. Et à la fin, happy end, eh ben, vous avez gagné. Vous créez de l'émotion auprès de votre public. Donc ça, c'est super important de stimuler comme ça l'interaction humaine et de le faire de façon sincère. Il ne faut pas vendre quelque chose de fake. Alors, on peut le faire facilement avec des petits TikTok. Alors, je prends un exemple. Il y a un produit, un service web qui est super sympa qui permet, ça s'appelle Clean Up Picture, de retirer des choses qui ne vont pas sur une photo. Là, c'est un TikToker qui s'appelle Mikadoul. Il a dû faire 30 000 vues. Il a eu pas mal de likes. Moi, j'avais dû faire cette vidéo, pareil, sur mon YouTube, pas du tout monté. J'avais fait des captures, c'est mes enfants, et j'avais juste retiré, c'était pour Halloween quand ils allaient à l'école. J'avais voulu illustrer que on pouvait avoir des belles photos de nos enfants sans les gens derrière. Lui, il avait raconté plutôt une histoire autour du mariage. Alors, je vais juste vous montrer, toujours pas avec le son, mais elle dure que 20 secondes, son image. Vous verrez au moins le dynamisme de ce qu'il a fait, Mikadoul. Alors, si je fais ça, ça va remarcher ou pas? Alors, on va. Alors, je vais mettre le son à 0. Alors, comme ça, je décrypte ce qu'il raconte. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il se montre face caméra. Ça, c'est aussi un code important pour créer une relation humaine. Donc là, il dit, il y a quelqu'un, Doric, qui gâche la photo. Il fait des petits zooms, des petits encarts. Il est assez humoristique, le gars. Il cite le site et voilà, ça convainc. Donc, c'était plutôt marrant avec le ton. Bon, là, on n'a pas l'audio. Moi, j'ai fait un truc. Donc, alors, est-ce qu'on voit les stats de son. Alors, on ne les voit pas là sur. Ouais. Enfin, bon, elle a fait 30 000. Moi, j'ai fait la même chose. Alors, sur Short, avec une petite musique. 50 secondes, c'est beaucoup trop long. Alors, ça a liké, ça a fait des vues, mais beaucoup moins. Voilà, c'est pour vous montrer que par rapport à un sujet, si on arrive à avoir une espèce de trame narrative, une histoire, de se montrer. Là, je ne me montre pas du tout face caméra. J'ai voulu faire un truc très rapide. Voilà, c'est efficace, ça montre le résultat avant-après, mais c'est beaucoup moins engageant que le type qui se montre et qui raconte son histoire. Voilà. Alors, je vais avancer. Donc, c'est plutôt ça que je vous recommande de faire. Donc, bien sûr, on peut se tromper. Sur les réseaux sociaux, c'est autorisé et on peut s'améliorer. Alors, ce qui est important, c'est de prendre des sujets fédérateurs. On a toute une palette d'outils pour détecter un petit peu les tendances, que ce soit sur YouTube, Instagram, TikTok. On peut aller chercher des mots-clés et voir leur popularité. Alors, ce qui est très facile à faire, je vais remontrer encore mon navigateur, c'est partir d'un mot-clé et regarder les complétions. Alors, est-ce que j'ai un moteur de recherche ici? Ouais, c'est là. Voilà, j'étais parti. Alors ça, c'est mon sujet du moment sur YouTube qui marche bien. ChatGPT. Si j'ai envie de faire une vidéo ChatGPT sur TikTok, je peux commencer à taper comme ça. On peut le faire avec n'importe quel sujet. Alors, je ne sais pas s'il y a, pour prendre d'autres exemples, hein, s'il y a un sujet que vous voulez qu'on regarde. Est-ce que il y a des gens qui sont sur des thématiques précises là, quelqu'un veut se lancer, dire un truc, peut-être dans le chat. Alors, je ne sais pas, attends, si on peut regarder le chat. Où est-ce que c'est le chat? C'est là. Je regarde dans la discussion. Dans le chat ou en allumant vos micros, hein, on n'est pas très Ouais, nombreux, donc n'hésitez pas. Que ce soit ouais. un sujet en rapport avec votre métier ou pas du tout, hein, Ouais, comme ça me permettra d'avoir un autre exemple pas préparé, vous montrer que ça marche vraiment pour tout, quoi. Ben, Est-ce tiens, que... par exemple, la création de chambres d'hôtes. Ok, alors la création de chambres d'hôtes, eh ben, on va démarrer. Chambre d'hôtes. Qu'est-ce qui intéresse les gens sur les chambres d'hôtes sur TikTok? Donc j'y vais, chambre d'hôtes. Alors, voilà. Alors la complétion. Incroyable. Ah non, alors là, il y a hôtel. Donc je mets un petit espace, comme ça, il n'y a plus rien. Île de Ré, à Montréal, France, Saint-Aignan. Alors peut-être que là, ils ont plus envie de voyager. Euh, Ben, mettons en France. France, voilà. France, tu vas voir, je pense que ça va s'arrêter là, hein.
Alors peut-être pour regarder dans ce registre, un truc qui marche bien dans TikTok, c'est les gens qui construisent des maisons. Alors toi tu vends des chambres d'hôtes, c'est ça? Non, je vends des formations d'accompagnement pour les porteurs de projets qui veulent créer des chambres d'hôtes. D'accord. Alors, ok, alors qu'est-ce qu'on pourrait trouver autour de ça? Finalement, c'est dans la location peut-être ou la vente? La location, on va dire plutôt, c'est plutôt Ouais, location de vacances. bah, voilà, on va faire location vacances, donc ça donne des idées. Et tout ce qui apparaît en tête, normalement, voilà. Le pas cher, en général, ça, c'est un truc qui marche bien. Le gratuit, le pas cher, bah, surtout en ce moment. Donc là, ça peut être une idée. Après, on voit les destinations. Vous voyez que Espagne, c'est plus fort que France. Donc là, typiquement, si quelqu'un veut émerger, il peut faire le combo des deux, pas cher, Espagne. Alors, je sais pas, là, j'y connais rien. Là, Béjaïa, Gigel, je sais pas où c'est ça. C'est marrant parce que c'est pas des villes très connues. Il Bah, va se c'est en passer. Algérie, je crois, Béjaïa. Ah bah voilà, donc il y a un public peut-être bah, qui est plus connecté là-bas. Alors, je sais pas ce qu'il y a en particulier là-bas sur Béjaïa, mais après, ça permet de voir. Donc, quand on recherche aussi les vidéos qui ont été faites, ça aussi, c'est une bonne pratique à faire. Bah, ouais, vous voyez, alors peut-être il y a un public, il y a pas mal d'Algériens en France qui veulent bah, revenir sur leur terre, hein, les blédards, pour passer du temps en famille. Et donc là, effectivement, il y a des opportunités business pour ceux qui ont des chambres d'hôtes. Et là, on voit effectivement que à chaque fois, il y a des choses. On voit le nombre de vues ici, donc ça permet de voir ce qui marche mieux par rapport à un autre. Ça, c'est le truc à regarder. Celui-là, il a 140 000 vues. Alors, on ne sait jamais si c'est de la publicité ou pas. Et alors, en cliquant dessus, ce qui va être plus important. Alors elle parle, il y a des sous-titres. Alors, je vais mettre le son peut-être. Alors voilà, alors ce qu'elle a fait, alors je vous décris en fait cette vidéo, c'est qu'elle a pris un spot, ça se fait très souvent sur TikTok. On va prendre un audio qui existe déjà et on va commenter visuellement l'audio. Et là, c'est un passage visiblement de la radio Beurre FM. On voit qu'il y a pas mal d'engagement, c'est-à-dire beaucoup de likes, de commentaires, et que c'est naturellement pour ça que ça marche. Et alors, ce qui est toujours intéressant aussi de regarder, c'est les commentaires. Là, visiblement, on lui demande le prix, donc ça intéresse. Donc là, on voit qu'il y a un potentiel. En fait, faut flairer les. Sur TikTok, il faudrait regarder un peu par rapport aux communautés, ce qui pourrait intéresser les gens. Là, on voit l'Algérie, le prix, la durée. Bah là, on prépare déjà ses vacances parce que ça va être super cher. Là, le gars se positionne pour le 15 août, ici. Voilà, donc ça donne des idées. Tout ça en partant simplement d'une complétion. Donc, on peut le faire sur un TikTok, on peut le faire sur Instagram, on peut le faire sur YouTube. Si par exemple, je fais sur YouTube, on verra que. Alors, sur YouTube, ce qui marche pas mal en termes de thématiques, c'est les tutos. Alors, je vais reprendre l'histoire de chambre d'hôte. On va voir. Chambre d'hôte. J'ai une Ouais, question pour le chat de la part d'Isabelle. ouais. Isabelle demande comment faire le lien entre son expertise et les sujets fédérateurs, si l'expertise en elle-même n'est pas un sujet fédérateur particulièrement. Ah, il y a toujours quelque chose de fort, hein. Isabelle, c'est quoi sa thématique? Isabelle, tu peux ouvrir ton micro si tu veux, ça sera plus Oui, simple. voilà, alors j'arrive, hein. Oui, Ouais. alors moi je travaille sur l'égalité professionnelle et la mixité, qui n'est pas spécialement un sujet fédérateur. Je Ouais, l'aimerais, mais ce n'est pas le cas. Et je fais de la formation, de l'accompagnement, et ma cible, c'est B2B, c'est des entreprises essentiellement. d'accord. Il y a quand même pas mal de sujets polémiques sur lesquels tu pourrais surfer, à mon avis, là-dessus, parce que sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, bah, il y a souvent des clashs de communautés, justement, où il y a une espèce d'invisibilisation des femmes. Je sais plus, il y avait un truc très sympa, c'est on voyait dans des conférences, à chaque fois, il n'y avait que des hommes qui étaient les têtes d'affiche, ou même sur des couvertures, les plus grosses fortunes de France. Donc, ça peut être pas mal sur ça. En fait, un truc qui marche bien sur Internet en général, c'est d'être au clash, de montrer ce qui va pas, et de dire pourquoi ça va pas, d'éduquer. Et alors, il faut le faire dans l'instant. C'est quand on parle du sujet.
Ah oui, c'était Jamais sans elle, voilà, j'ai retrouvé. Jamais sans elle, c'est un collectif, il y a des hommes, il y a des femmes, tu connais? Où à chaque fois, il y a des confs et il y a 4 mecs super intelligents, mais il n'y a aucune nana qui les accompagne et ça donne l'impression d'invisibiliser les femmes. Donc, tu vois, ça pourrait être un angle. Il faut toujours réagir par rapport à quelque chose et en général, alors on peut reprendre aussi des revues comme Challenge qui font les classements des fortunes. J'avais vu ça l'autre jour, il n'y avait que des hommes en tête d'affiche. Bah, les femmes aussi, elles peuvent gagner beaucoup d'argent, je ne sais plus, Bettencourt, etc. Pourquoi ne pas les mettre en avant? Enfin, j'exagère peut-être, enfin, je simplifie. Mais voilà, tu vois, tu peux réagir comme ça, mais il faut vraiment être sur l'instant. Et alors, pour être dans l'instant, tu peux regarder sur les tendances Google Trends. Tu vas voir à un moment donné un terme qui va être plus populaire qu'un autre qui va émerger. Là, c'est l'exemple de ChatGPT qui n'existait pas encore il y a 6 mois, puisqu'il est sorti en novembre. Et on voit que c'est en train d'exploser à partir de janvier, parce que tout le monde en a parlé, et tellement en train d'exploser que ça devient même plus populaire que TikTok dans les recherches sur Google. Donc, ça peut t'aider. En fait, dès que tu sens une tendance, tu vas la confirmer avec Google Trends. Là, j'ai pris sur 12 mois, mais on peut prendre sur un jour, sur la dernière 24 heures. Par contre, il faut être super réactif. Donc moi, mon sujet, c'est plutôt la tech. Si on prend l'exemple de ChatGPT, ils ont sorti la semaine dernière l'application iPhone. Elle marchait que pour les Américains. Je me suis dit, il faut que j'en parle et que j'explique aux Français comment l'utiliser en avant-première. Et ça a marché. Donc, tu vois, il faut être un peu sur des sujets qui peuvent faire polémique, prendre la parole et réagir et commenter et dire pourquoi c'est pas bien telle posture et qu'est-ce qu'il faudrait faire. Donc, tu prends toujours le sujet qui est populaire, tu fais ta réaction. Et il y a plein de comptes qui font ça. J'ai un exemple là je parlais en introduction, les mauvais influenceurs de la télé-réalité qui font plein d'arnaques, qui font des placements de produits frauduleux. Il y a un compte qui s'appelle Vosta en réalité. Elle parle que de ça pour un peu dire les choses qu'il ne faut pas faire et ça cartonne. Donc, tu vois, tu peux avoir un angle comme ça. Toutes les mauvaises pratiques qui visent à invisibiliser les femmes, enfin, en essayant d'avoir un truc un peu plus comme au mainstream que ce que je raconte là. Il faut effectivement, dans le jargon, il ne faut pas être trop jargon, il faut être dans des messages simples. Et en fait, tu peux facilement, pour trouver les bons mots-clés, regarder un peu toutes les conversations qu'il peut y avoir sur TikTok, là, comme je regardais tout à l'heure sur les commentaires, sur Twitter également, et voilà, un peu surfer là-dessus, quoi. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question. Si, je vois mieux là. Ouais. Je capte la tendance et après, je trouve un angle, quoi. Voilà. Un point d'accroche. Ouais, j'ai présenté différents outils. Et alors, si on est dans les tutoriels, ça, c'est beaucoup plus évident. Moi, c'est une technique imparable qui marche. Si vous voulez, tout le monde a besoin de savoir comment faire. En tout cas, sur YouTube, ça marche du tonnerre. Vous pouvez tout simplement démarrer votre recherche par comment. Alors là, on a vu, on peut aller voir sur YouTube la complétion et essayer de la compléter, la requête comment, avec un mot-clé qui est dans votre sphère de spécialité. Alors, voilà. Alors, vous voyez, ça, c'est les trucs que j'ai fait. Comment faire 1 million de vues sur YouTube. J'avais essayé de faire ça. Alors, là, moi, j'ai plus des… Alors, il tient compte aussi de mes dernières recherches. Comment utiliser Midjourney, comme je parle d'intelligence artificielle, comment créer un site internet, on voit que c'est populaire. On va faire comment louer. Là, voilà, comment louer un appartement sur Airbnb. Je pensais tout à l'heure à quelqu'un qui avait des chambres d'hôtes. Et c'est une problématique qui parle aussi à mes beaux-parents. Ils se posaient la question, est-ce que je peux mettre en location mon appart 2 mois, je ne veux pas le mettre toute l'année parce que j'ai peur qu'on me le casse. Qu'est-ce qu'il faut faire sur Airbnb? Moi, je vois plein de contenus éducatifs à faire. C'est quoi le montant maximum qu'on peut faire de business pour ne pas avoir à créer une entreprise, etc. Il y a vraiment plein de trucs. Et donc, à chaque fois, c'est l'idée de partir de votre spécialité. Vous ajoutez comment. Et donc là, si je prolonge comment louer un appartement sur Airbnb, là, on va s'arrêter là. Mais on peut imaginer que derrière, au Canada, voilà, là, on voit plein de problématiques sans CDI, sans fiche de paie. Alors là, on va se positionner plutôt sur celui qui recherche un appartement. Et ça, c'est la douleur. Si je n'ai pas un CDI aujourd'hui, pas de garant, vous voyez, là, on arrive facilement, voilà, à trouver des cibles potentielles pour vos offres. Donc, tout à l'heure, c'était plutôt B2B. Là, c'est plutôt B2C. C'est comment j'aide un locataire à réussir à avoir l'appartement qui est prisé et qui sera réservé normalement qu'à ceux qui ont des CDI. Donc, vraiment, il y a une mine d'infos qu'on peut trouver comme ça sur ces outils.
Alors, pour reprendre l'exemple, moi, de ma chaîne YouTube qui est dédiée à l'informatique, la vulgarisation informatique, j'ai fait pas mal de tutos. On voit les anciens là, qui ont plus d'1 an, 2 ans, c'était sur le montage vidéo, parce que c'est un truc qui marche pas mal. J'avais sorti mon livre sur YouTube, donc c'était le prolongement logique. C'est longtemps mes vidéos qui ont fait le plus de vues et qui continuent à en faire quand une vidéo marche en général. Ça marche un jour, ça marche le lendemain, parce que j'ai donné tous les signaux qu'il fallait en termes de commentaires, de likes. Donc ces 2 vidéos marchent bien. Mais à un moment donné est arrivé ChatGPT, j'ai commencé à en parler en disant ça va remplacer Google. Et puis après, j'ai vu que, donc j'ai eu ce pic ici, j'ai vu qu'il fallait dérouler la plot. C'est un peu, en fait, la cohérence sur les réseaux sociaux. Dès qu'il y a un sujet qui est un peu tendance sur votre sphère de compétences, faut essayer d'inonder vos visiteurs de ça. Ils sont venus pour ça, d'ailleurs, les nouveaux qui ne vous connaissaient pas, et ils s'attendent à ce que vous publiez toujours des choses là-dessus. Donc, j'ai développé la plot, j'ai parlé qu'on pouvait faire un assistant vocal comme Siri en utilisant l'API, j'ai parlé qu'on pouvait créer des articles, des vidéos, des images, et à chaque fois avec des bons résultats beaucoup plus forts que ceux que j'avais dans les dernières vidéos. Je ne sais pas, je publie une vidéo, je fais 1000 vues en général la première semaine. Là, avec ChatGPT, comme c'était hyper tendance, j'ai fait 10 000 vues sur 2 jours. Et en cumulé, mis bout à bout, j'arrive avec des vidéos à plus de 50 000 vues. Et j'ai même une vidéo que j'avais publiée il y a 2 ans où ChatGPT n'existait pas encore, mais c'était son prédécesseur, GPT-3, qui est revenu en tendance et qui a fait beaucoup plus d'audience que quand je l'avais sorti il y a 2 ans. Donc, ça prouve encore une fois que dès qu'un sujet marche, faut en abuser. Et puis, quand vous voyez que le buzz redescend, il faut retourner sur les outils de détection des buzz et trouver un nouveau sujet, mais toujours en cohérence avec votre thématique. Donc là, naturellement, je le fais sur mon blog, je le fais sur ma chaîne YouTube et sur mon TikTok, mais j'adapte le format. Il n'y a pas la même prise de parole. Sur YouTube, c'est plutôt des formats longs. Sur TikTok, c'est des formats plus courts. Et sur un blog, c'est de l'écrit. Donc, c'est différent. On verra dans la deuxième session un peu comment créer des contenus textuels. Donc là, s'installe après une mécanique positive. Je fais plus d'audience. Donc, je publie une vidéo toutes les semaines. Je génère plus d'abonnés. Et alors, mon business model sur YouTube, c'est des revenus publicitaires. Donc, je gagne plus d'argent. Je ne sais pas combien j'ai là, c'est sur 6 mois. Donc, je fais ça à côté de mon job. Je ne pourrais pas en vivre, mais voilà, ça met un peu de beurre dans les épinards. Donc, c'est toujours sympa parce que le contenu, quand même, ça prend du temps d'avoir une petite récompense pécuniaire par rapport aux efforts qu'on donne. Je vous montre d'autres exemples sur comment il y a des marques qui arrivent à surfer sur les tendances. Ça, c'est une marque qui s'appelle La Petite Épicerie que j'avais interviewé pour un des ouvrages que j'ai écrit sur le marketing vidéo. Marketing vidéo s'appelle chez Erol, publié chez Erol. Elle m'avait expliqué, la fondatrice, qu'elle avait vu une tendance émerger, comme je vous racontais, sur du slime. Alors, toujours avec le slime, alors je ne sais pas pourquoi les jeunes font ça. C'est marrant à toucher. C'était très tendance. Alors, ça devait être en 2017-2018. On voit ici les courbes. Elle a vu que ça montait et elle s'est dit, mais ils achètent des slimes tout faits. C'est dommage de ne pas faire soi-même son slime. Nous, on fait des petits kits. On va prendre des produits français. Elle avait une petite colle spéciale. Elle les a donnés à des influenceurs, alors plutôt des jeunes. Donc, ils ont balancé comme ça des kits de slime. Et naturellement, donc les influenceurs, les youtubeurs sur YouTube en ont parlé, ont fait les petites démonstrations et il y a eu un impact très positif sur ses ventes. Donc, elle s'est servie d'une tendance do it yourself sur comment faire du slime pour réussir à pousser son contenu. Ce n'est pas elle sur sa chaîne qui l'a fait. Et ça a drainé beaucoup de ventes. Et alors, naturellement, comme elle a vu que ça marchait, elle a quand même fait une vidéo sur sa chaîne, La Petite Épicerie, le slime licorne qu'elle vendait. Et la vidéo a très bien marché. Donc là, c'est l'exemple d'une marque qui, normalement, a du contenu, on va dire, un peu plus promotionnel, qui se dit, je vais faire du contenu do-it-yourself, du contenu pédagogique qui intéresse les gens. Et on voit là 250 000 vues, 2700 likes, moins de dislikes. Voilà, on est sur quelque chose qui plaît aux gens. Donc ça, il faut vraiment toujours avoir cette même démarche. Alors, chaque réseau social va pas marcher pour tous les contenus. Donc, il y a ce que je disais tout à l'heure sur YouTube, les tutos, ça marche super bien. Pas trop d'efforts. Vous n'avez pas besoin d'avoir une grosse communauté. Vous publiez un tuto si vous avez une expertise. Ça va marcher très bien parce que les gens font des recherches sur Google ou sur YouTube, comme je vous l'ai montré. Et alors, même sur Google, les vidéos remontent. Et finalement, si vous êtes le seul à parler d'un sujet et si vous avez l'expertise, naturellement,
les gens vont rester sur votre vidéo, vont la liker, la commenter, et ça va donner des signaux à YouTube que c'est cette vidéo-là, la vôtre, qu'il faut mettre en avant. Ça marche aussi les tutos sur des articles de blog. Donc, il y a une logique, c'est au niveau du titre de votre vidéo, de votre article de blog, il faut faire comment faire. Et TikTok aussi sur des petits hacks un peu du quotidien qui vont m'aider à trouver une petite astuce pour ne pas payer trop cher, pour avoir un truc qui est normalement payant, gratuit. Il faut faire très attention parce que TikTok, dès lors qu'on arrive dans l'illégalité, ils peuvent fermer les comptes. Donc, il ne faut pas être trop borderline là-dessus. Sur Instagram, alors naturellement, c'est plus le contenu food, mode, beauté, lifestyle, expérientiel, luxe déco qui va marcher, même si, comme sur TikTok maintenant, tout le monde peut prendre la parole sur ce réseau social, mais il y aura un avantage si vous êtes plutôt sur cette cible-là. Et naturellement, LinkedIn, c'est plus du contenu dédié à l'entrepreneuriat, le dev perso, les finances perso, ça marchera mieux. Donc plutôt du média de l'écrit, si vous publiez sur LinkedIn ou sur un blog, et notamment aussi sur un podcast audio natif, ces petits conseils d'entrepreneuriat qu'on aime bien écouter parce que c'est du format long, ça s'adapte plus là où il y a besoin d'une plus de détails. Souvent, c'est des conversations, c'est des interviews, donc ça marche plus sur les réseaux sociaux là. Et enfin, Twitch, c'est un super réseau social qui décolle. Moi, j'ai pas créé de chaîne, rien, parce que finalement, c'est plus le gaming, et donc ce qui intéresse plus la jeune génération, le contenu tech et un peu d'ASMR, c'est quand les gens parlent avec leur micro, font des bruits, etc. C'est des trucs un peu niche qui fonctionnent bien là-dessus. Donc, faut vraiment se poser la question, quel est le réseau social le plus adapté? Je pense qu'il faut être bon sur un réseau social et déverser sur les autres, mais on ne peut pas être bon partout. Donc, par rapport à votre thématique, il faut vraiment cibler le réseau social. Moi, c'est plutôt YouTube. Je crois que toi, Stéphanie, c'est TikTok sur tes contenus un peu snack content. Oui, alors j'ai expérimenté il y a peu sur TikTok. À la base, mon réseau social, c'est plus LinkedIn. Ouais, d'accord. Et voilà, j'ai quand même pas mal d'abonnés. TikTok, j'ai commencé en février de cette année. Voilà, donc c'est sur les snack content, c'est vraiment quelque chose de tout nouveau. J'ai développé une expertise sur les snack content, mais TikTok, je n'ai pas encore énormément d'abonnés. Ça démarre. Voilà. Bon, en tous les cas, le mieux, à la limite, c'est d'en choisir un et d'être bon, d'être régulier, parce qu'on ne peut pas être présent partout. Et vous aurez, selon vos thématiques, plus d'aisance. Et aussi, selon si vous préférez l'écrit ou la vidéo. Ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir faire de la vidéo. Il y a un petit gap à passer. Alors moi, je suis plutôt introverti à la base. Et au départ, je faisais mes vidéos et je ne me filmais pas, je filmais juste mon écran. Et quand j'ai vu l'impact que ça pouvait avoir de parler aux gens, de se montrer, d'être dans la démonstration, donc ça avait un bon impact sur l'algo, donc je me suis montré. Donc ça peut être progressif, on peut parler avec sa voix. Ce qui est important, c'est de parler, c'est qu'on vous entende. La voix, la narration, c'est vraiment essentiel sur du contenu vidéo. Et à la limite, si on ne voit pas vos visages, faites défiler des images, vous mettez moins en avant, mais la voix est quand même essentielle. Ne mettez pas des voix robotisées, il y a des outils qui permettent de faire ça, mais franchement, ça ne plaît pas aux gens. Juste pour vous expliquer que, alors moi je fais ça depuis très très longtemps, publier du contenu sur les réseaux sociaux, sur Internet, au départ sur un blog. J'étais tout jeune, c'est 2006, j'avais 24 ans. J'avais fait ça juste, je rentrais chez Orange en CDD après un stage, j'étais pas sûr de rester, donc c'était dans l'optique de faire mon CV en ligne et de promulguer des petits conseils. Ça m'a aidé à faire des entretiens. Même mon premier entretien chez Orange, j'ai montré que je savais faire un site internet, ça les a convaincus. Et puis après, je me suis pris au jeu. C'est un peu ça, les réseaux sociaux. Vous prenez au jeu, vous avez publié des contenus, les gens vont commenter. C'est vraiment très plaisant. Et donc, si vous avez arrivé à tenir la régularité, naturellement, l'audience va augmenter dans le temps. Donc, je suis arrivé à un moment donné à 100 000 visites par mois. Ensuite, à 200 000, j'ai atteint jusqu'à 700 000 visites. Alors, c'était vraiment l'âge d'or des blogs. Aujourd'hui, vous ne ferez pas autant de résultats sur un blog. C'est aussi pour ça que j'ai été sur d'autres médias comme YouTube, compris un peu le relais des blogs. Et donc, ce qui était intéressant là, dans ce modèle-là, je gagne plus autant d'argent maintenant, mais sur les blogs, on était relativement peu nombreux. Il n'y avait pas encore les sites d'information. Et donc, il suffisait de parler d'un contenu, d'être bien référencé sur Google. On était en première position. On mettait de la publicité Google AdSense et c'était vraiment l'Eldorado. Alors, ça a duré 3 belles années.
j'ai mis de côté, j'ai acheté un appart. Maintenant, je suis plutôt autour de 1 000 euros par mois avec mes contenus sur YouTube. Donc, ce qui marche un jour peut ne pas marcher le lendemain. Et donc ça, c'est quand même un bon conseil. Globalement, tous les créateurs vous le diront, ne soyez pas dépendants d'une seule plateforme. Il faut savoir s'adapter. Facebook un jour va pouvoir mettre en avant, il mettait beaucoup en avant l'organique. Et puis maintenant, il faut payer pour être présent sur Facebook. Et c'est un peu ce qui est en train de se passer actuellement sur Instagram. J'ai une collègue là, qui a écrit un livre sur Instagram chez Erol. Et je chattais avec elle. Elle me disait, ouais, c'est vraiment la galère, l'algorithme. On le voit maintenant, on n'a plus autant de likes qu'avant. Alors qu'on comparait à un moment donné Instagram par rapport à Facebook, où c'était plus facile d'avoir des engagements. Donc, ça bouge beaucoup. Aujourd'hui, le réseau social où c'est le plus facile d'émerger, c'est quand même TikTok. Il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup d'abonnés. Sur Instagram, en gros, il faut être un peu connu. C'est parce que je suis déjà connu sur tel réseau social ou sur Internet, ou que je suis une marque, qu'on va vouloir me suivre sur Instagram. Sur TikTok, on peut émerger grâce à son contenu. J'ai 0 abonné, il va être popularisé parce qu'il aura bien marché. TikTok donne la chance à tous les créateurs, c'est-à-dire qu'ils vont booster, pousser votre vidéo. Si ça réagit, un petit échantillon, c'est un peu comme ça que fonctionnent les réseaux sociaux. Et si ça marche bien, ils vont la pousser à plus de monde et naturellement, les gens vont liker, vont s'abonner. Donc, si j'avais une plateforme à vous conseiller pour démarrer, pour être dans une dynamique entraînante, vaudrait mieux commencer sur TikTok. Et toujours un truc pour essayer de capter l'audience, il faut toujours essayer d'être dans le buzz par rapport à votre thématique. C'est plus facile d'aller chercher l'audience là où elle est, où ça intéresse les gens, que d'être totalement en rupture sur un sujet qui intéresse personne. Là, ça va être très compliqué. Et autrement, il y a aussi un truc qui marche bien, et moi qui marche depuis le début que je crée du contenu sur Internet, c'est ce qu'on appelle la long tail, donc d'avoir plein de petits contenus qui vont se référencer sur Google parce que en fait, c'est cette somme de petits contenus sans limite qui vont faire que finalement, vous allez faire une grosse audience derrière. Alors, je vais illustrer ça avec un petit outil de Google qui s'appelle Search Console. Là, c'est sur mon site web. Voilà, alors j'ai beaucoup moins de trafic qu'à l'époque. Là, je dois faire quoi? J'ai pris quoi? 3 mois. 50 000 visiteurs qui viennent de Google sur 3 mois. Là, on voit les taux de clics, la position moyenne de mes pages. On voit les mots-clés. Donc, je parle de ChatGPT, de Midjourney, tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle parce que ça buzz. Alors, normalement, on doit voir la position aussi si je la sélectionne. Voilà. Alors, donc, si on prend l'exemple de Google, ce qui est super important, c'est d'être dans les 5 premières positions. Là, on voit que c'est pour ça que je génère pas mal de trafic sur les 3 mois, 2600 clics sur cette requête. Et alors, la long train, le concept, je vais prendre une page, par exemple, là, vous voyez toutes les pages qui font de l'audience. Je ne sais pas, j'en prends une au hasard, celle-là, sur l'application. Et vous allez voir la variété des mots-clés qui font, alors après, il faut que je bascule sur requête, qui font que j'arrive à générer de l'audience. Il y a Android, application, mobile app. Alors, il y a 2-3 grosses requêtes quand même. Mais globalement, là, j'ai jusqu'à 1000 expressions. Alors, je vais juste en mettre 500, qui fait que finalement, j'arrive à me positionner. Donc, c'est bien quand vous faites du contenu d'être riche sémantiquement dans vos contenus, de varier les expressions si on est sur de l'écrit, de mettre des petits descriptifs, même sur TikTok maintenant, c'est pas mal. Parce que potentiellement, ça vous offre plus de chances d'être visible. Et c'est bien d'avoir plein de petits contenus comme ça, parce que c'est plein de petits contenus, plein de petites vidéos qui vont faire que l'ensemble de votre prise de parole sur Internet va devenir quelque chose d'important. Moi, j'ai beaucoup d'audience sur plein de contenus, sur plein de vidéos, mais il n'y a personne qui me cherche, moi, Jean-Baptiste Vier, Janvier, mon pseudo. D'ailleurs, si on prend mon site Internet maintenant, si je filtre ça, vous allez voir, les gens ils se foutent royalement de moi. Ce qui les intéresse, c'est plutôt mon contenu. Et voilà, les requêtes, vous voyez, nulle part, personne ne cherche à accéder à mon site Internet. Donc, il faut vraiment avoir ça en tête. Et c'est pour tout le monde pareil, pour tous les créateurs, mis à part les gros. Alors, est-ce qu'à un moment donné, ouais, il n'y a même pas. Alors, on va filtrer quand même pour voir ce que ça pèse. Si on met mon nom, on peut filtrer comme ça, je crois. Non, c'est là-haut, je crois. Alors, on va faire un nouveau filtre. Ici. Requête, si je mets mon nom, Vier, VIET, pour voir la part que ça représente. Là, on avait vu des requêtes qui étaient, vous voyez, 128 recherches seulement, clics. Tout le monde s'en fout.
Et alors, finalement, vous voyez, en plus, ils font l'association avec ChatGPT parce que ça leur avait plu. Janvier, c'est mon pseudo. Et donc, finalement, les gens s'intéressent quand même un peu plus à moi pour mon pseudo que pour mon nom. Et après, il y a des trucs qui n'ont rien à voir. Là, c'est pas qualifié. Même Viet, je ne sais pas, ils ont dû se tromper, à mon avis. Voilà. Mais vous voyez, ça représente rien du tout. C'est pas votre marque, c'est vos contenus qui comptent et il faut en faire le plus possible. Et j'en parlais tout à l'heure, hein, tout ce qui est bon plan, gratuit, pas cher, ça va être super intéressant, ça va être plus facile de se positionner, donc il faut avoir des expressions longues. Et en plus, ça assure une meilleure conversion. Voilà, si vous êtes sur une niche de niche, que vous avez le bon produit, derrière, vous êtes le seul à proposer, vous vendrez plus que quelqu'un qui est mainstream et qui n'a pas de légitimité sur le sujet. Et je vous encourage vraiment à lire ce livre, The Long Tail, de Chris Anderson. C'était ma Bible au début d'Internet et c'est toujours valable. J'ai beaucoup appris en lisant ce livre et ça s'applique vraiment. C'était tout début, je sais pas, 2004-2005 que je commençais à regarder un peu ce bouquin et c'est toujours vrai, quoi. Là, j'ai fait la démo de Search Console, on l'a vu. Je voulais vous parler d'engagement aussi également. Engagement, alors j'en ai parlé plein de fois. Vous avez tous compris ce que c'était. Il y a quelqu'un qui est peut-être, pour faire un peu d'interactivité avec vous, qui veut expliquer ce que c'est pour lui l'engagement sur les réseaux sociaux, non? Je sais, sur les réseaux sociaux, qu'on voit votre compréhension, ça peut être intéressant. Quelqu'un veut se lancer, parler? Je ne sais pas. Non? Bonjour, Bonjour, ouais. moi je veux bien. Vas-y. Ouais. Alors l'engagement, il me semble, c'est en fait la capacité qu'on peut créer pour faire acheter un prospect notre Ouais, produit. d'accord. En gros, c'est mettre en place une publicité qui derrière va concrétiser en fait l'achat, l'acte d'achat par le prospect. D'accord. Ouais, donc ouais, tu auras un prospect qui sera engagé, qui se transformera en achat. D'accord. Alors, Ouais. cette définition est peut-être valable en disant un acheteur, c'est un prospect engagé. Ouais, ça marche. Mais alors, l'engagement sur les réseaux sociaux, c'est plus basique que ça. On va mesurer des actions par rapport au contenu que tu publies. Et les actions en général, c'est le like, le plus facile. C'est tu mets un petit cœur sur Instagram, un petit like sur Facebook ou sur YouTube. C'est le fait que quand tu publies quelque chose, les gens s'expriment. Et c'est vraiment, il n'y a que ça qui te permet de savoir si ton contenu marche ou pas. C'est pas les vues, c'est pas le nombre d'abonnés qui compte, c'est l'engagement. Donc il y a le like, ça c'est le truc le plus basique, mais il y a aussi le commentaire. Quand quelqu'un commente, s'exprime par rapport à ton contenu, soit en bien ou en mal, alors là c'est encore plus fort. Parce que carrément, il s'est positionné, il s'est projeté avec toi. Donc ça, c'est en général, les algos des plateformes récompensent beaucoup mieux le commentaire. Et l'autre engagement qui est très bon, c'est le fait de partager en privé sur Instagram, un truc qui t'a plu, de partager en story, parce que c'est des choses vraiment très impliquantes. Et en général, on partage, sur Facebook notamment, le partage est vraiment très récompensé. Quelque chose qui nous parle à nous, parce qu'on se dit, moi, ça me parle, j'ai envie que les autres voient, parce que le contenu qui est montré ici, c'est tout à fait moi. Et donc, c'est ces trois, finalement, le commentaire, le like et le partage, ramener le taux d'engagement à la visibilité de ton compte, à ton nombre d'abonnés, qui va faire le taux d'engagement. Donc, si on prend Instagram, là, ça voudrait dire, je ne sais pas, j'ai 1000 abonnés. Si dans mes 1000 abonnés, il y en a, alors 7%, c'est quoi? Ça serait 70 qui like. J'ai un taux d'engagement de 7%. C'est ça. Comme ça qu'on traduit le truc. Et ce qu'il faut savoir, c'est que plus vous avez d'abonnés, en fait, comme vous êtes visible par plus de monde, vous êtes plus généraliste, naturellement, les gens, vos abonnés vont voir moins dans la masse vos contenus. Et comme ils vont moins voir vos contenus, ils vont pouvoir moins réagir dessus. Donc, quand les gens ont plus de 100 000 abonnés, ils se retrouvent avec des taux d'engagement qui sont de 2%. Ça veut dire que le mec à 100 000 là va avoir seulement, c'est 200, non, 2000, je ne sais plus compter, 2000 likes, voilà. Et donc, ce qui est important, en fait, ce n'est pas tellement le nombre d'abonnés. Il vaut mieux rester dans ces petites tailles-là. Si vous avez des taux d'engagement de 10%, ça veut dire que votre communauté, vraiment, elle est soudée, fidèle. Vous êtes sur une niche. Vous aurez, si on reprend ton exemple là, du prospect qui se transforme en acheteur, c'est sur des communautés très engagées où tu vas pouvoir avoir ce switch-là. Quand, justement, ce qui est critiqué là, sur les gros influenceurs à 1 million d'abonnés qui vendent tout et rien, il y a pas mal de marques qui ont fait les retours. Ok, je ne sais plus qui, alors on va prendre un exemple Nabila, mais c'est peut-être pas vrai.
Elle parlait de mon produit, mais finalement, j'avais seulement 2 ventes. Bah ouais, forcément, Nabila, elle nous serait généraliste. Si elle part d'un truc de niche, ça va pas vendre. Donc, il vaut mieux, vous, en tant que professionnel, en tout cas, cibler des influenceurs sur ce qu'on appelle des micro-influenceurs qui ont beaucoup plus d'engagement. Ce qu'on voit, en fait, c'est qu'au fil du temps, que ce soit Instagram, Facebook, progressivement, là, je ne suis pas sûr que le taux d'engagement il soit à 7% aujourd'hui sur 1000 followers. L'étude, elle date. Moi, je regardais, j'ai 1000 abonnés, 1300 abonnés. Maintenant, j'ai 13 likes. Donc, je suis à un taux d'engagement de 1%. On est plutôt sur ces taux-là. Et si j'avais 2-3%, ça serait génial. Et à un moment donné, on l'avait en publiant des vidéos, mais c'est moins mis en avant maintenant. Donc, c'est très compliqué. Donc, vous voyez, pour prendre un réseau social qui a beaucoup d'engagement, c'est TikTok. On publie un truc, ça réagit vraiment massivement. C'est plutôt intéressant. Voilà, donc c'est un simple calcul. Et Twitter, on voit beaucoup de comptes de médias qui ont plein d'abonnés, souvent des fake abonnés. Il y a très peu de likes, il y a très peu de commentaires, enfin, de retweets, ça ne marche pas. Donc voilà. Donc, pourquoi je dis l'engagement, c'est important? Parce que finalement, que ce soit sur YouTube, TikTok, Instagram, c'est toujours ça qui va faire que votre contenu va décoller. Le circuit normal, je publie ma vidéo, j'ai ma fanbase d'abonnés, alors pas tous mes abonnés, j'ai 80 000 abonnés sur YouTube en général, je vais avoir 300, 500 abonnés qui vont recevoir ma notification dans la journée ou dans les 2 jours, quoi. C'est très peu. Mais alors, ces 300, 500 sont hyper importants parce que la façon dont ils vont réagir, cet échantillon, donc déjà, s'ils vont cliquer ou pas sur ma notif, donc c'est pour ça aussi le visuel est très important. Sur YouTube, on fait des miniatures aguicheuses, pour ne pas dire un putaclic, hein, c'est le terme consacré, pour que les gens cliquent avec des titres très aguicheurs, on le fait exprès, avec un petit peu, on joue la surprise, on fait une surpromesse. Alors, faut faire quand même attention que le contenu derrière soit bon, parce que finalement, le taux de clic, ce n'est pas l'élément essentiel. Donc, on fait ça pour attirer l'attention, les gens cliquent, et ce qu'on veut absolument, c'est que sur ces 500 abonnés engagés, qui restent le plus longtemps possible, qui like, qui commente, donc qui fait de l'engagement sur la vidéo. Et ça passe vraiment par ce que je vous disais, le storytelling. Si les gens restent du début à la fin, si je leur apporte de la valeur, et ben, à ce moment-là, on va voir que petit à petit dans le temps, ça va un petit peu stagner. Et quand j'aurai l'attaque critique pour YouTube, que j'aurai suffisamment de métriques d'engagement, ils vont se dire, bah, celui-là, ce contenu, il est vraiment bien. Je vais le mettre en avant sur les suggestions de vidéos. Sur YouTube, c'est 70% du trafic, c'est les suggestions de vidéos. Quand vous regardez une vidéo à côté ou quand vous êtes en page d'accueil, on va vous pousser des contenus qui sont en adéquation avec vos goûts. C'est ça aujourd'hui qui draine le plus de trafic. Et donc, c'est super long à atteindre. Parfois, sur des buzz rapides, on peut les avoir tout de suite. Et c'est ça qui finalement va installer durablement votre audience dans le temps. Donc, alors je parlais des likes, des commentaires, des partages. Et sur les réseaux sociaux dédiés à la vidéo comme TikTok ou YouTube et même Instagram avec les Reels, ils regardent aussi ce qu'on appelle le temps de visionnage, le watch time, et votre taux de rétention. C'est-à-dire, si vous avez une vidéo qui dure, je sais pas, 1 minute, si les gens restent plus de 50% du temps, donc 30 secondes, c'est un super indicateur. Et donc ça, il faut bien regarder ça, et les plateformes l'analysent, et c'est ça qui feront que votre vidéo, votre contenu est poussé ou pas. Et pour l'engagement, on aurait tendance à dire aux gens likez, commentez. Sur YouTube, on peut le faire, il n'y a pas de problème. Il faut le faire, il faut dire abonnez-vous. Alors, il vaut mieux le dire à la fin de la vidéo quand vous avez rendu la promesse qu'au début, parce qu'on ne comprend pas trop pourquoi quelqu'un qui débarque a envie de liker quelque chose qu'il n'a pas encore vu. Sur Facebook, il ne faut pas le faire, c'est pénalisé. Ils appellent ça de l'engagement de bait. Et il y a un algo, il détecte bien des trends qui sont anormales, et en général, ça aura plutôt l'effet improductif de mettre en liste fantôme votre contenu, donc de ne plus le faire ressortir. Je vous montre quelques exemples là. C'est sur TikTok. J'ai fait. Alors, ça, c'est YouTube, pardon. J'ai fait une vidéo sur ChatGPT, alors je ne sais plus c'était quoi, sur quoi, comment créer une application, voilà, avec dédiée, alors je ne sais plus. Elle a très bien marché sur les premières 24 heures, là je suis arrivé à 2000 vues en 24 heures. Comme je disais, plutôt ma tendance, c'est plutôt, on le voit ici, performance habituelle, entre 200 et 700. Elle a très bien fonctionné parce que là, ici, c'est le taux de like, c'est le nombre de likes par rapport aux commentaires. Et ce qui est aussi super important, vous voyez, j'ai une courbe classique
à quel moment, je regarde ça tout le temps sur YouTube, à quel moment mon audience elle décroche. Là, il faut vraiment, au début et à la fin, il faut raccourcir au max les accroches. Maintenant, j'arrête de me présenter, je ne dis plus qui je suis. Je vais dans le vif du sujet. Aujourd'hui, je vais vous parler de ChatGPT. C'est super, ils ont sorti un truc exceptionnel. Voilà, j'essaie que les gens restent. Parce que ici, c'est vraiment, si les gens se barrent, c'est fini. Et donc, après, je vends quand même une petite promesse en disant, restez bien jusqu'à la fin, on verra un petit truc bien sympa. Et généralement, c'est ce qu'on voit ici, une petite pique, parce que les gens, il y en a parfois qui avancent rapide pour voir le contenu intéressant de la fin, mais en faisant ça, ce petit hack, j'arrive à les maintenir jusqu'au bout. Et donc, ça booste. Et là, la même chose sur TikTok. Je ne sais plus, j'ai fait une vidéo un peu plus longue. Alors, l'avantage, c'est quand on fait des vidéos longues sur TikTok, elles sont monétisées, ça rapporte un peu d'argent. Pareil, alors, ce qui est marrant, c'est que elle n'a pas marché tout de suite au bout de 2 jours. Je sais pas, elle a dû faire 1000, 2000, 3000 vues. Et puis d'un coup, deuxième jour, l'engagement s'est mis à se faire parce que j'ai eu un petit peu le public, l'échantillon qu'il fallait bien. Et TikTok m'a boosté ma vidéo. Et au bout de 2 jours, j'ai pris d'un coup 28 000 vues. Vous voyez, donc, on peut comme ça, si le contenu est bon, ça peut mettre un peu de temps, ça peut être plus rapide là dans ce cas-là parce que c'est un sujet tendance sur YouTube. Mais si votre contenu est bon, il marchera toujours. Donc, faut être patient. Ça, je l'ai déjà montré. Ah ouais. Et alors, le pendant, c'est quand vous voulez faire plaisir à un copain. Là, c'est un collègue auteur chez Erol qui me contacte, qui me dit ouais, j'ai sorti un livre sur les parkings, comment faire de la location de parking. Je suis une chaîne tech. Franchement, parler de ça, c'était très compliqué. Je voulais lui faire plaisir. Je fais, on va essayer de trouver un angle. Comment lancer un side business et le faire connaître, parce que je parle un peu de visibilité. On va essayer. Ça n'a pas du tout marché. 22 likes. Alors, d'ailleurs, quand j'ai poussé, il y a seulement 200 qui l'ont vu. Et puis après, ça tombe dans les limbes de l'oubli. Donc, c'est toujours une mauvaise idée d'aller contre votre ligne éditoriale. J'ai essayé de la tordre, la ligne éditoriale. J'ai essayé de lui faire plaisir. Mais à chaque fois, je me rends compte, c'est catastrophique. Et après, ça peut me pénaliser pour les vidéos qui suivent parce que sur YouTube et TikTok, en tout cas, sur YouTube, c'est plus vrai. TikTok, on peut se tromper. Sur YouTube, il y a une espèce de logique d'élan. Si je casse l'élan, je fais une vidéo qui est moins bonne que la précédente, on va un peu me pénaliser la fois d'après. On va moins montrer ma vidéo. Donc là, j'ai fait une petite erreur, voilà, en voulant faire plaisir. C'était dense. Je ne sais pas si vous avez des questions. Il reste un quart d'heure. On a un petit peu interrompu là, mais je suis là pour vous répondre. Alors, vous pouvez ouvrir vos micros, ça sera peut-être plus simple et plus spontané. Oui, tu parles pas du tout de Pinterest et de Snapchat. Est-ce que c'est volontaire ou… Alors, Pinterest, c'est super pour le e-commerce. Je crois que c'est là, il y a le plus de business en termes d'affiliation pour des produits. Moi, je ne suis pas du tout dessus, donc je n'ai pas l'expertise pour en parler. On va dire que c'est ça. Et concernant Snapchat, alors, j'avais un peu exploré le truc quand j'ai écrit mon livre sur Tous influenceurs. J'avais sondé une nana qui travaille chez Au Féminin et qui m'avait expliqué en gros Snapchat, c'est un peu… alors, c'est eux qui ont inventé les stories, qui ont après ont été copiés sur Instagram. Ceux qui font du contenu qui marche sur Snapchat, c'est plutôt, ils s'adressent à une cible jeune et ils vont être plus dans le secret parce que c'est du contenu éphémère qui disparaît. Sur les potins, donc notamment, il y a pas mal de stars de la télé qui cartonnent sur Snapchat. C'est plus compliqué, je pense, pour un professionnel d'y arriver. Et c'est pour ça que j'en parle pas. Mais Pinterest, alors, si on reprend le prolongement, je parlais de contenu un peu déco, food, qui marche bien sur Instagram. Ce même contenu devrait aussi fonctionner sur Pinterest. Avec en plus, moi, je suis pas du tout adepte de la plateforme, je l'utilise pas, je sais que mon épouse l'utilise. Je sais que les créatifs l'utilisent pour créer les fameuses pins, avoir un petit peu des tendances. Ceux qui font bien ce travail de curation, ils ont des beaux résultats, notamment quand ils mettent des liens affiliés, ça génère du business pour eux. Donc, on va reprendre l'idée de créer du contenu. Pinterest, ça serait Pinterest, je vais réussir à le dire. Si vous partagez, je sais pas, des mood boards sur des ambiances, sur des sujets thématisés, vous pourriez mettre un peu, vous faites ce travail de curation de bonnes tendances qui vous plaisent, et puis vous mettez un petit contenu qui vous appartient à vous, et comme ça, il se noiera dans la masse. Et on est toujours dans la logique
je donne, et puis je mets un petit peu de contenu de mon business émerger dans cette curation que j'ai fait, ouais. Mais c'est très niche les deux, mais je suis plus convaincu par Pinterest en termes de conversion pour certains secteurs que Snapchat. Franchement, ça reste pour les pros, ça va être très compliqué, hein. Ça va être juste pour les gros influenceurs qui ont des potins à partager. C'est très compliqué, ouais. Ou les médias en ligne aussi, mais c'est une cible très jeune, hein, Snapchat. Les médias en ligne qui ont leur page Snapchat. Et d'ailleurs, Snapchat se plaignait qu'il n'y ait pas assez, ont carrément payé des médias en ligne pour qu'ils aient une visibilité sur Snapchat. Parce que pour eux, c'est un enjeu que quand les jeunes utilisent Snapchat, parce que c'est plutôt du one-to-one, ma fille, elle utilise Snapchat, non, je crois pas qu'on lui a pas mis, mais ses copines utilisent Snapchat, elles s'échangent des messages entre elles. Elle voudrait bien l'avoir, l'appli Snapchat. Elle a 11 ans, ma fille, peut-être l'année prochaine. Et ouais, donc c'est une population assez jeune quand même, hein, Snapchat. Mais donc, si on est à une population très jeune, oui. Devenir un leader d'influence sur Snapchat, c'est compliqué. Donc, il faudrait peut-être plutôt faire des deals avec des médias qui sont déjà installés, faire de la publicité sur Snapchat. Ça me paraît pas mal, ouais, pour cibler cette audience jeune. Merci. Et WhatsApp dans l'histoire? WhatsApp, alors là, c'est encore plus de la conversation privée. Je sais qu'il y a des groupes. J'ai un collègue qui fait de la finance perso, qui a créé des groupes WhatsApp pour partager des tips. Alors, je pense pour les formateurs, ça peut être pas mal. Tu fais un groupe privé sur WhatsApp, mais c'est plus en relais d'un autre réseau social pour un peu instaurer. D'ailleurs, il y en a qui font des choses sur Telegram aussi. Un canal d'échange privilégié et tu peux le valoriser comme quelque chose de premium. Il n'y a pas de mécanique comme sur les autres réseaux sociaux où tu peux créer de l'audience organique. Il faut vraiment déjà avoir une communauté à la base pour les faire après aller sur WhatsApp et créer ton groupe privé. Donc, c'est plus en rebond, je pense, hein. Mais ça se prête bien, ouais, parce que tout le monde a WhatsApp, c'est super populaire. Si je veux avoir on parlait de Snap Content, des petits contenus courts, etc. Alors, mon collègue, il a une newsletter qui s'appelle Snowball. Il fait de la finance perso. Et les gens peuvent suivre les news des actions qui marchent ou quoi, des placements intéressants sur WhatsApp. Et effectivement, il a un public pour ça, ouais. Ouais, alors j'ai une question. Tu es allé un peu vite tout à l'heure quand tu as présenté les tendances là. Ouais. Où est-ce qu'on trouve, j'ai pas eu le temps de noter, où est-ce que tu trouvais en fait quel est je sais pas, c'est Google quelque chose, je suis Ouais. assez novice. Alors le truc le plus naturel, je vais revenir sur le slide. Je suis allé à l'envers. C'est tu peux aller sur n'importe quel moteur de recherche d'une plateforme et commencer à taper des mots-clés. Donc là, par exemple, là, c'est YouTube. Je commençais à taper comment utiliser. Et là, on voit tout ce qu'il va me proposer. CapCut, Excel, Donai, un rapporteur, etc. Ça, c'est le truc le plus simple. Tous les moteurs de recherche proposent une complétion qui t'aide à identifier. En fait, la complétion, elle est prévue au départ pour aider les gens à faire leur recherche. Et ce qui priorise, c'est ce qui est le plus populaire. Donc, tout ce qui arrive en premier, c'est en général là où il y a du volume. Donc ça, c'est une première façon de faire. Et si tu veux affiner, effectivement, il y a l'outil Google Trend. Alors, attends, je l'avais montré avant, je crois. Attends, c'est comme ça. Hop. Ah oui, alors, je l'avais montré sur... je vais le remontrer là. Sur l'ordi. Sur l'ordi, voilà, sur mon navigateur. Google Trend, c'est super parce que tu peux filtrer par période, terme. Alors, on va faire autre chose, mais par exemple, Booba qui a défrayé la chronique, Booba et Berda, j'avais fait une vidéo dessus, puisque c'était la bataille. Magali Berda, qui est la papesse des influenceurs de la télé-réalité. Là, on va mettre sur 12 mois, et on va voir qu'à un moment donné, quand ils sont frités, ça a explosé. Il y a eu, à mon avis, de nouvelles affaires. Après, là, c'est sur le web, mais on peut filtrer après sur YouTube. Là, si tu publies des vidéos, c'est plus intéressant de la regarder sur YouTube. Et là, notamment, je pense qu'il y a dû y avoir... Alors, c'est quoi? C'est Booba? Ouais. Là, je regarde la période. 4-10 septembre, ouais, c'est quand Booba était assez dur sur Twitter avec Magali Berda. Et il y a plein de gens qui ont fait des vidéos réactions. C'est aussi un format qui marche bien dessus. Donc, l'outil, c'est trends.google.com. Et alors, ça va être juste sur l'écosystème Google, hein, cet outil-là. Et tu peux filtrer par vertical.
le web, ça sera là où il y aura le plus de volume. Et tu peux même, regarde, si je mets un seul terme, on va voir. Normalement, je crois. Alors, il m'en a mis qu'un. Non. Alors, il faut que je refasse la recherche. Alors, il faut que je ferme la recherche. Il ne veut pas. On va la fermer. Voilà. Je remets là. Ah, il ne veut pas. On va la refaire là. Alors, je vais enlever la fin. Si je mets juste un terme, il va me donner aussi les expressions liées. Ça, c'est pas mal. Alors, on descend. Donc là, je suis juste sur YouTube. Et qu'est-ce qu'on va voir? Les zones géographiques et les requêtes associées. Là, c'est super parce que oui, alors Booba, c'était pas en fait lié au buzz avec Magali Berda, c'est plus parce qu'en septembre, il avait son concert. Ouais, il a fait un concert, je sais plus, au Stade de France. Voilà, on le voit d'ailleurs. Ça aide à comprendre. Stade de France 2022, parce que les gens peut-être voulaient absolument des places. Là, on voit en termes de record ce qui buzz, c'est-à-dire qui a connu la plus grosse progression. Et si on filtre ici, les plus fréquentes, on va voir le volume de recherche. Et en l'occurrence, Maes Booba, c'est 2 rappeurs qui sont clashés. Et c'est la curiosité malsaine des gens qui veulent voir la réplique du rappeur Maes contre Booba, etc. Et donc, tu peux voir ça là. Donc là, je l'ai fait sur YouTube, mais sur Google, sur le web, j'aurais eu d'autres choses. Et donc, c'est super riche. Alors, tu peux même partir de rien, je crois. Attends, si je ne mets pas de recherche, alors on va refaire Explorer, sans recherche, voilà. Je le faisais souvent ça sur YouTube pour avoir un peu une idée des gros sujets. Bah voilà, ChatGPT, typiquement. Là, pourquoi c'est le sujet du moment qu'il faut traiter et qu'il a bien résonné sur mon site internet, c'est la recherche en plus forte progression sur les 12 derniers mois. Et en volume, là, c'est intéressant. Là, sur Google, en fait, les gens, en général, alors je connais bien parce que moi, à un moment donné, je gérais le moteur de recherche Orange. Sur un moteur de recherche, on fait des recherches navigationnelles, on veut aller tout de suite sur un site, on va taper Facebook pour aller plus vite. Il y a aussi météo et traduction qui marche bien. Mais en général, c'est des noms de marques, les grosses marques. Je pense qu'on va avoir Orange à un moment donné. Là, je suis dégoûté, il n'y a pas Orange. Si, quand même. Les services les banques, voilà, Leclerc, les services phares qu'on a envie d'utiliser. Donc là, ça donne une idée de volume. Mais en général, quand on tape ça, on veut plutôt avoir le site officiel. Donc, ce n'est pas très utile de se positionner là-dessus, à moins de vouloir spammer les marques. Et alors, si je fais sur YouTube, je peux avoir aussi ce qui intéresse les gens. On va avoir souvent des gros YouTubeurs, des rappeurs, parce que ça intéresse les jeunes. Là, c'est les records. Et alors, la musique, les films, ça cartonne bien. Alors, c'est ce qu'on appelle des requêtes larges. Ça veut dire que ça va embarquer, les gens vont taper film avec le nom du film à côté, en streaming, etc. Là, on a une vue juste sur le début de la recherche. Donc là, si on fait ça, ça marche du tonnerre. Michou, Squeezie, ce sont des gros youtubeurs. Voilà, donc moi, je ne suis pas encore à ce niveau-là. Ils ont plus de 5 millions d'abonnés. Squeezie, je crois qu'il en a plus de 10 millions. Fortnite, c'est des jeux. On voit que TikTok quand même émerge. Je pense que les gens qui recherchent des vidéos TikTok, je vais vous dire l'usage, c'est ma fille, par exemple, elle n'a pas le droit d'aller sur TikTok. Elle va chercher TikTok pour voir les vidéos qu'on buzzait sur TikTok, sur YouTube. Je pense qu'il y en a des jeunes qui doivent faire ça. Roblox, c'est un jeu populaire chez les jeunes. J'imagine qu'il va y avoir des astuces, dessins animés. Donc, c'est toujours intéressant de regarder ce qui se passe. Et quand c'était la Coupe du Monde aussi, tout le monde cherchait à avoir les résumés des matchs. Donc, tu peux comme ça. Là, j'ai mis 12 derniers mois, mais si on met, je sais pas, les 7 derniers jours, on va avoir... Ah, alors, sur YouTube, il ne veut pas. Il faut mettre un mois au moins. Ouais, il n'y a peut-être pas assez de richesse d'informations. Là, on voit l'Eurovision en progression. GP Explorer, c'est un grand prix d'influenceurs. Ils ont vendu 60 000 places, je crois, en 24 heures. Et ils se revendent maintenant les places sur Le Bon Coin. Et Le Bon Coin, d'ailleurs, a interdit la vente sur le marché noir. Voilà, donc cet outil, il est génial. Hein. Franchement, je ne sais pas si on devait en utiliser qu'un, c'est celui-là. Mais aussi quand même regarder les moteurs de recherche par rapport à la plateforme où on diffuse. Si on diffuse sur TikTok, on a quand même intérêt à regarder ce que les gens cherchent sur le réseau social sur lequel on a envie de publier. Mais il y a aussi, par exemple, sur Insta, il y a la popularité des hashtags aussi.
Ouais, c'est le même principe, effectivement. Quand tu commences à saisir un hashtag sur Instagram pour l'accompagner de ton post, ta publication, tu vas avoir le nombre de fois où ce hashtag a été utilisé. Et effectivement, si tu prends un hashtag qui a été utilisé 50 fois, 100 fois, c'est pas intéressant parce que les hashtags, après, vont lier ton contenu sur des zones de navigation d'Instagram comme l'Explorer qui permettent de découvrir des posts liés. Et effectivement, c'est intéressant de se positionner quand tu fais des posts Instagram, d'utiliser alors 5-6 hashtags et plutôt de viser des hashtags populaires, alors pas trop populaires quand même, parce que si tu mets celui qui, je sais pas, 80 millions de recherches, j'en sais rien, il y aura forcément que les gros comptes qui vont ressortir. Donc, il faut avoir une stratégie un peu plus sioux, essayer de viser des hashtags à 10 000 recherches, 10, 100 000, et de regarder s'il n'y a pas eu beaucoup de contenu récent dessus. Il y a peut-être une opportunité que tu reçois dans l'Explorer sur les contenus récents publiés et que finalement ton post émerge au-delà de tes abonnés. C'est ça l'intérêt du hashtag, c'est d'être visible au-delà de tes abonnés. Oui, parce qu'on s'abonne sur Insta, on peut s'abonner au hashtag aussi. Donc, Aussi, ouais, mais je ne crois pas que ce soit le gros usage, hein, mais on va explorer avec les hashtags, notamment sur la partie Explorer. Et là, tu verras les vidéos, les photos qui ont été les plus partagées récemment ou par popularité. Et donc, effectivement, je crois que le récent est priorisé. Donc, tu as toujours intérêt à utiliser des hashtags en lien avec le post, bien sûr, qui sont utilisés et ce que ton post, ton visuel soit sympa. J'ai encore une question concernant les vidéos. Tu recommandes quelle durée pour les petites vidéos courtes dont tu parlais tout à l'heure? Alors, sur TikTok, Non, alors, pas sur TikTok, sur YouTube. sur YouTube Short, de toute façon, tu peux pas faire plus d'une minute sur YouTube Short. Une Donc, minute? ouais, c'est maximum. L'enjeu, c'est si tu peux raconter ton histoire en moins de temps, c'est mieux. Alors, ils ont mis, alors, enfin, on va mettre de côté l'aspect monétisation, mais de toute façon, que tu fasses une vidéo de 30 secondes ou d'une minute, tu es monétisé sur YouTube Short. D'ailleurs, très mal monétisé. Moi, je ne l'ai pas activé. Je ne sais plus, il y en a qui disaient que c'était 2 centimes les 1000 vues, ce qui est ridicule. Si tu prends la vidéo classique format long, sur YouTube, on gagne 4-5 euros les 1000 vues. Donc, YouTube monétise bien sur les formats longs. En fait, je pense 30-40 secondes, c'est pas mal. Il y a, en échangeant avec mon collègue là, dont je vous parlais tout à l'heure, qui fait de la vulgarisation sur l'esprit critique, il s'appelle Contradico. Lui, il avait trouvé un temps pas mal qui était 45 secondes, je crois 44 secondes, 42 secondes, parce qu'il y a un petit truc marrant avec le chiffre 42. C'est, je ne sais plus dans quel film on dit que c'est la date de la création de l'univers, parce qu'il ne sait pas répondre. C'est un film de geek, j'ai plus le nom du film. Enfin, une quarantaine de secondes, c'est pas mal parce que ça donne quand même suffisamment de temps pour, sur du contenu pédagogique, d'avoir une intro, un déroulé, une conclusion. Je pense que c'est bien. Par contre, si tu as vraiment un truc très divertissant sur une tendance où tu fais une petite danse ou quoi, 15 secondes, ça peut être suffisant. Mais 45 secondes, c'est bien. Si tu vas jusqu'au la minute, peut-être là, tu prends le risque sur du contenu short que les gens n'aillent pas jusqu'au bout. Et comme je disais, le taux de rétention est important. En prenant 45 secondes, imagine, il y en a qui sont restés 22 secondes, tu as au moins la moitié de ton audience. Donc, c'est astucieux, je pense. 45 secondes, ça me paraît pas mal. 42-45 secondes. Tu dis YouTube Short, c'est quoi? C'est une sous-application dans YouTube? Alors, c'est quand tu publies une vidéo verticale sur YouTube de moins d'une minute, tu peux lui mettre de la musique. Ils appellent ça des shorts. C'est l'équivalent de TikTok. Des TikTok, c'est des vidéos verticales. Et vraiment, sur YouTube, ils ont 2 algorithmes. Les vidéos verticales de moins d'une minute, c'est des shorts. Et les vidéos plus longues, au format paysage, 16/9, comme le format d'un film classique. Ça, à contrario, il faut faire des vidéos beaucoup plus longues. Moi, je fais en général des vidéos de 10 minutes. Parce que là, ils prennent en compte la durée de visionnage en plus du taux de rétention. Donc, si j'arrive sur une vidéo de 10 minutes à ce que les gens restent en moyenne 5 minutes, je sais que ma vidéo, elle va booster. Et YouTube a intérêt à pousser des vidéos longues parce que ils vont pouvoir afficher plus de publicité dessus. Et comme leur business model, YouTube, c'est la pub, ils la boosteront. Donc, il y a vraiment 2 stratégies opposées, hein.
Short, tu fais 45 secondes. Vidéo 16:9, tu fais 10 minutes pour être sûr que les gens te regardent au moins 5 minutes. Mais alors, il ne faut pas faire de remplissage. Il faut être captivant pendant 10 minutes, quoi. Et si tu n'y arrives pas, je conseille plutôt de faire 5 minutes. Si vraiment tu arrives à être efficace sur 5 minutes, que les gens restent du début à la fin, plus de la moitié de la vidéo, c'est vachement mieux de faire ça que de faire une vidéo longue, 10 minutes pour faire du remplissage. Hein. Le taux de rétention est super crucial. Hein. D'accord, ok, merci. Isabelle, sur ces points-là, en fait, on va avoir donc le 3e épisode et le 4e épisode qui seront spécifiquement dédiés aux vidéos courtes, justement, ainsi qu'aux vidéos longues, plus expertes, donc au-delà de 5 minutes. Donc, d'accord. Vraiment, on va creuser encore plus le sujet. Super, merci. Si on n'a pas d'autres questions, je vous propose qu'on conclue, puisqu'il est 20 heures passées. Alors, je crois qu'on avait un slide de conclusion. Exactement. C'est celui-là, je crois. Oui, tout à fait. Merci. Donc, merci à toi, hein, Jean-Baptiste, pour ce premier épisode, cette première masterclass qui a été extrêmement riche. Je pense qu'on a tous appris énormément de choses sur le sujet. Donc, ça nous a permis de dégrossir un petit peu ce qu'était la visibilité, à la fois sur le net, à la fois sur les réseaux sociaux, quels sont les outils à utiliser, quelles sont les bonnes pratiques. Donc, merci vraiment beaucoup. Merci à tous d'avoir été présents avec nous aujourd'hui. Donc, vous savez que nous avons 4 masterclass avec Jean-Baptiste durant ce mois de juin, une par semaine jusqu'au 22 juin. Donc, je vous invite à nous rejoindre la semaine prochaine. Donc, pour en savoir plus, la semaine prochaine, on va parler des contenus écrits. En attendant, toutes les infos, vous les retrouvez comme d'habitude sur shifumi.org. Et puis, Jean-Baptiste, je te laisse peut-être le mot de la fin, Oui. puisqu'il me semble que la dernière diapo concerne… Voilà, pour patienter, si un peu de lecture, hein, donc c'est mon dernier ouvrage, Tous influenceurs, qui aborde tous ces réseaux sociaux, qu'on verra plus en détail la semaine prochaine. Donc, si vous avez envie d'apprendre des choses en attendant, donc on parle du blogging, de TikTok, d'Instagram, dans le détail. Donc, comme je disais, c'est tous les aspects. Comment je crée du contenu sur ces plateformes. Donc, on verra de façon dédiée, plus longue, sur les différents ateliers qu'on aura, sur l'écrit, les outils qu'on peut utiliser pour publier du contenu. Donc, dans le livre, c'est abordé. Il y a l'aspect comment je me fais connaître, comment je suis visible sur ces contenus, comment je produis ces contenus, la vidéo, quel micro il faut avoir, quelle caméra, quelle lumière, etc. C'est important aussi d'être bien équipé. Comment on écrit ses histoires, tout ça, j'explique ça. Comment on développe sa communauté. Et il y a une partie aussi sur la monétisation. Alors, comme c'est dédié au monde de l'influence, c'est très axé sur les revenus publicitaires. Mais comme j'ai aussi dans mon public des professionnels qui sont plus là, comme vous, formateurs, j'ai aussi développé une petite partie en plus, notamment pour vendre des services, faire du contenu premium, des formations. Donc, à chaque fois, il y a des témoignages d'experts de l'influence sur des différents réseaux sociaux. J'ai distillé quelques noms là pendant la présentation. Donc, je l'ai créé avec eux, en fait, 17 créateurs, donc sur des thématiques différentes, la cuisine, la mode, la beauté, les finances perso, l'automobile, sur différents réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram. On a le spécialiste de LinkedIn qui témoigne, Christopher Piton, qui est très connu sur LinkedIn. Sur Instagram, il y a Aurélie Moulin qui témoigne aussi. Donc, à chaque fois, moi, j'ai été voir les meilleurs pour proposer un condensé. Le livre, il n'est pas très épais, il fait 250 pages. Il est disponible, donc je fais le tarif à 19 € en livre papier chez tous les bons libraires, édité par Erol. Vous pouvez l'avoir aussi à moins de 10 € en version e-book. Ça, j'y tiens à chaque fois. Moi, je suis un lecteur numérique, je lis sur liseuse, donc je fais un deal à chaque fois avec mon éditeur pour lui dire, moi, c'est moins de 10 €. Et j'ai gardé les droits, ceux qui sont plutôt livre audio. Donc, il est encore moins cher en livre audio. Il est à 5 €, 4,99 €. Moi, j'aime bien, parce que j'aime bien écouter des livres. Comme ça, je fais autre chose à côté. Je fais mon footing. Donc, voilà, vous n'avez pas d'excuses pour ne pas me lire. Voilà, il est dispo sur tous les formats. Et en tout cas, ça m'a fait super plaisir que vous soyez intervenus. Voilà, vous avez rendu cette conférence, cette visioconférence un peu plus vivante par vos questions. N'hésitez pas pour la prochaine fois, si vous voulez transmettre des questions. Donc, on va parler
publication d'écrits sur un blog, sur LinkedIn, sur une newsletter. Si vous avez des choses que vous voulez que je prépare en particulier, si vous voulez que je creuse des thématiques, c'est un réel plaisir de le faire. Je peux le faire en live comme on l'a fait là. Et continuer à participer. Pareil, c'est génial. Moi, j'adore avoir des feedbacks de votre part. C'est super intéressant. Et puis, vous pouvez aussi, si vous avez des difficultés par rapport à votre façon de parler sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas aussi à partager ça, vos points bloquants. Je pourrais peut-être vous aider à vous débloquer. Voilà, c'est un échange. Mais en tout cas, vous avez été top là. Il y a quand même eu 3-4 interventions. C'est super. Continuez comme ça. Vous avez été engagé. Ça fait plaisir. Merci Jean-Baptiste. Et Merci à vous, hein. je vois que Pierrick vient de commander ton livre, Jean-Baptiste. Ah, c'est top. Merci Pierrick. Ouais. Donc, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Et puis, on se retrouve jeudi prochain. Merci encore et à très vite. Merci beaucoup. Bonne soirée.